Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com. Bienvenue à tous. Une nouvelle revue de presse interactive aujourd'hui en compagnie de Gérard Fouché. Gérard Fouché, bonjour. Bonjour Lisandro. Alors, on va se tutoyer maintenant parce qu'on commence à se connaître un petit peu. Donc voilà, D'accord. on va se tutoyer à l'antenne. Gérard, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément? Voilà, je m'appelle Gérard Fouché, je suis metteur en scène et comédien de formation. Et puis là, depuis quelques mois, quelques années, je suis devenu auteur et conférencier parce que je me suis passionné j'ai toujours été passionné d'humanisme, de justice, d'injustice, de rapport entre les êtres humains et de liberté. Et donc, je me suis passionné depuis quelques années pour l'économie parce que j'ai voulu à un moment donné essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait en 2008-2009, au moment de la crise. J'ai voulu essayer de comprendre ce qui se passait, quoi. Je voyais des gens qui s'enrichissaient exponentiellement, d'autres qui crevaient de faim dans la rue, et apparemment, les uns n'avaient pas l'air de travailler spécialement plus que les autres, peut-être plutôt moins même. Donc je me suis dit, j'ai envie de comprendre tout ça, et puis si j'arrive à comprendre, ça sera déjà pas mal. Et puis du coup, je me suis mis à chercher dans tous les sens. J'ai vraiment fait des recherches, quoi. C'est un travail de chercheur finalement. J'en ai parlé l'autre jour avec un journaliste qui me disait, bah non, t'es pas, finalement, t'es pas un auteur, un conférencier, t'es plutôt un chercheur, quelqu'un qui cherche à examiner les choses et à trouver une espèce de vérité. Donc voilà, je me suis mis à faire des recherches. Et puis au bout du compte, j'ai trouvé des choses qui m'ont tellement à la fois halluciné, mais en même temps qui m'ont fait dire ah bah d'accord, maintenant, ah bah en effet, si c'est comme ça, oui, effectivement, ça peut pas être autrement, j'ai compris. Et donc du coup, bah, je me suis mis à écrire des blogs sur Internet. J'ai continué à faire le petit mini-show que j'anime. Là, bon, j'en fais pas tellement en ce moment parce que j'ai pas trop le temps, mais bon, j'ai continué à être très actif sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et puis je me suis mis à écrire un fameux bouquin, voilà, qui s'appelle Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde, qu'on peut trouver maintenant en librairie et sur Internet. Et donc ce bouquin m'a amené à partager ce savoir, là, à partager, oui, voilà, vous le voyez à la caméra. Et donc le fait d'avoir écrit ce bouquin m'a fait rencontrer plein de gens, et puis ces gens-là m'ont demandé de venir leur expliquer ce que j'avais trouvé, quelle était ma démarche, quel était le résultat de mes recherches. Et donc depuis que ce bouquin est sorti, je fais des conférences un petit peu partout en France pour, je dirais, porter la bonne parole, mais plutôt réveiller un peu les gens, essayer de faire en sorte que les gens comprennent ce que j'ai cru comprendre et peut-être envisagent l'ayant compris, de le modifier, de le réformer. Et ce livre, c'est donc Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde aux éditions Yves Michel. On en avait déjà parlé dans une précédente émission au mois de novembre dernier. Et on va essayer de ne pas faire trop de redites, même s'il y a des choses qui seront importantes de répéter, notamment la question de la création monétaire. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors certes, tu n'es pas un économiste encarté, tu n'es pas expert en économie, mais ça n'enlève rien à ton travail, puisque comme tu l'as dit, tu es un chercheur. Et je voudrais insister là-dessus parce que souvent j'entends quand je parle avec des gens d'économie, on me dit tout de suite oh, c'est très compliqué, c'est très pénible, c'est prise de tête, hein, c'est ça le mot qu'on entend souvent, c'est prise de tête. C'est peut-être un petit peu prise de tête, mais finalement, pas besoin d'avoir fait de longues études, pas besoin d'avoir fait, enfin, des études, oui, mais pas des études universitaires forcément. Par contre, il faut travailler, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est accessible à tout le monde, finalement, avec un peu de motivation. Aujourd'hui, tout le monde a les outils, s'il a accès à Internet, pour entamer ce travail-là. Alors toi, ça fait des années que tu le fais, donc forcément, tu as accumulé pas mal de connaissances sur le sujet. Mais on peut finalement se lancer, même si on n'a pas de base en économie, on peut très bien se lancer en lisant des articles Wikipédia, en achetant des livres, en lisant des choses sur Internet. On trouve des ouvrages en plus en PDF, en intégrale. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'excuses aujourd'hui pour ne pas s'intéresser à ces questions fondamentales. Donc ça, je tenais aussi à le dire aux auditeurs. Voilà, c'est pas
parce que vous n'êtes pas expert, que vous avez peut-être passé votre vie dans une boucherie, c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit ou pas la possibilité et pas les capacités pour vous intéresser à l'économie. Bien au contraire, c'est une question qui nous concerne tous. Et c'est bien pour ça que je trouve très intéressant de t'inviter, Gérard, parce que précisément, tu n'es pas un expert, tu n'es pas un économiste qui a une chaire en économie dans je ne sais quelle université, mais tu es un citoyen engagé, on peut dire, un citoyen passionné. Mais voilà, n'importe quel citoyen, avec un peu de motivation, un peu de courage, peut se lancer dans ces recherches-là. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec ça sur le fait que Oui. voilà, c'est à nous tous de nous intéresser à ces questions si on ne veut pas qu'elles nous soient enlevées des mains par d'autres qui se prétendent experts en la matière? Oui, oui, tout à fait. On pourrait tout à fait remettre au goût du jour un petit dicton à propos de, je sais plus, c'était de la politique, je crois, mais là, on pourrait le dire avec l'économie. Si tu ne t'intéresses pas à l'économie, c'est l'économie qui va s'intéresser à toi. Oui, eh ben, c'est exactement ça. C'est précisément ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler donc de la monnaie. La dernière fois, on avait fait une sorte d'historique. On avait parlé de David Graeber et de son livre Dette, les 5000 premières années. Un livre très important d'ailleurs, hein, de plusieurs centaines de pages, mais voilà, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, mais je sais qu'il est extrêmement important. Donc cette fois, on va essayer de ne pas remonter dans le passé comme la dernière fois, mais plutôt de nous intéresser à ce qui est là aujourd'hui, ce qui existe actuellement, ce dont François Hollande a parlé hier soir, ce dont, enfin, il n'a pas vraiment parlé en fait, hein, on va le dire aussi, mais voilà, ce qui existe actuellement, le système monétaire tel qu'il existe actuellement. Une question toute simple. Aujourd'hui, qui crée la monnaie? D'où viennent ces euros qu'on a sur nos comptes en banque, qu'on a dans nos poches, dans nos porte-monnaies? D'où viennent ces euros, Gérard? Ils viennent, ils existent, ils sont venus à la vie parce que quelqu'un les a empruntés en amont. Voilà, si on veut résumer 3 ans de recherche et mon bouquin en une phrase, c'est ça. S'il y a des euros sur nos comptes en banque, c'est parce que quelqu'un les a empruntés d'abord. Quelqu'un, ça peut être un particulier, ça peut être une entreprise, ça peut être l'État, peu importe. Le fait est que pour que des euros existent, il faut qu'il y ait eu un emprunt à sa racine. Bon, comment ça marche? On en a parlé, je crois, l'autre fois. C'est que tout simplement, euh, quand, euh, quand quelqu'un va dans une banque pour prendre un crédit, ou quand quelqu'un a une autorisation de découvert, ou quand un État fait un déficit public, ou quand une entreprise emprunte pour financer un investissement ou son besoin en fonds de roulement, l'emprunteur, qui ne devrait pas s'appeler un emprunteur, qui devrait s'appeler quelqu'un qui va se soumettre à un monopole de création de crédit pour se faire créer de la monnaie. Voilà, le mot d'emprunteur, on devrait le remplacer par cette expression assez complexe, quelqu'un qui va se soumettre à un monopole de création de crédit pour obtenir de la monnaie. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Ça veut dire tout simplement que pour avoir accès à la monnaie, pour avoir accès à de l'argent, pour pouvoir le dépenser, il faut aller l'emprunter. Et qui a le privilège de créer ce crédit-là pour le transmettre à quelqu'un qui en a besoin? Eh bien, c'est le secteur bancaire. Alors, contrairement à ce que la plupart des gens croient, je sais que moi, quand je fais des conférences et que je pose la question, savez-vous qui émet et qui distribue la monnaie? La plupart des gens répondent la Banque centrale, beaucoup de gens répondent l'État, personne ne répond le réseau des banques ordinaires, personne, personne. Or, le réseau des banques ordinaires, précisément, c'est l'organisme qui crée le secteur de l'économie tout à fait privilégié, privé, particulier, qui crée tout le crédit qui circule dans la société. Donc quand quelqu'un va dans une banque pour chercher un crédit, pour se faire un crédit, eh bien le banquier, par une opération comptable, crée de l'argent qui n'existait pas auparavant. Voilà. On arrive à une banque, on dit voilà, je voudrais, je sais pas, 10 000 euros pour acheter une voiture. Le banquier examine nos fiches de paye et dit ok, pas de problème, regardez, sur votre compte bancaire, il y a 10 000 euros de plus. Bon, vous allez les rembourser en temps d'année, ça va vous coûter le double parce que je vous facture 8% ou 5% d'intérêt, mais ça, c'est pas votre problème, c'est mon gagne-pain. Et le client se retrouve avec 10 000 euros de plus sur son compte en banque, 10 000 euros qui n'existaient pas auparavant. C'est une création ex nihilo. Et donc la magie de ce crédit qui devient de la monnaie, bah, c'est évidemment quand ce client-là dépense
son argent, il va voir son vendeur de voiture, il lui fait un chèque de 10 000 euros, le vendeur de voiture, il a 10 000 euros de plus sur son compte en banque qu'il n'avait pas auparavant, et ainsi de suite. Si le vendeur de voiture, il va au restaurant pour fêter ça, ou il paye un voyage à sa fille, ça fait bosser un restaurateur, ça fait bosser une agence de voyage, ça fait bosser une compagnie de transport, et tout ça, c'est de la monnaie qui se met à circuler dans l'économie et qui génère des transactions. Le gars qui a reçu 10 000 euros sur son compte, il va au restaurant, c'est une transaction, une nouvelle transaction qui ne pouvait pas se faire auparavant parce qu'il n'avait pas cet argent-là. Le fait qu'il ait reçu de l'argent lui permet d'aller au restaurant. Et le fait qu'il aille au restaurant, c'est une activité. C'est une activité marchande qui permet au restaurateur, si ça se produit à une échelle plus grande, d'embaucher un serveur en plus. Qui permet, si le gars qui a reçu la monnaie se paye un voyage, ça permet à l'agence de voyage d'embaucher une secrétaire en plus, et ainsi de suite. Donc voilà d'où vient l'argent. L'argent vient du crédit que les banques attribuent à des gens qu'ils demandent. On pourrait dire que, on se souvient de Paul Grignon et de son fameux film L'argent dette, on pourrait dire l'argent c'est la dette. L'argent c'est toujours de la dette. Voilà, forcément, obligatoirement. Il ne peut pas y avoir d'argent s'il n'est pas emprunté d'abord. Et cet argent qui est emprunté, il y a une expression, je ne sais pas si c'est toi qui l'avais dite, enfin c'est quelque chose qu'on entend souvent, on parle de la rente de l'argent, c'est-à-dire les intérêts qui vont avec cet argent, puisque s'il y a dette, il y a intérêt dans le système actuel, c'est connu. Ça veut donc dire qu'il y a des gens qui bénéficient de cette création d'argent et de cette création monétaire. Bah, bien sûr, ceux qui ont ce privilège de créer du crédit. Donc ça veut dire que toutes les unités monétaires qui circulent dans une économie, et là, bon, il faut savoir quand même que ce système-là, il existe dans tous les pays du monde entier. Le système est exactement le même. C'est amusant d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que bon, la plupart des gouvernements nous disent il faut de la diversité, il faut de la création d'entreprises, il faut de l'emploi, etc. Et puis on s'aperçoit que le système monétaire, il est cloné dans la plupart des pays du monde, suivant exactement le même modèle d'un bout à l'autre de la planète. Et donc voilà, donc oui, effectivement, il y a chaque unité de monnaie qui circule dans l'économie, c'est-à-dire qui figure sur le compte en banque de quelqu'un, le solde, mon solde, votre solde, le solde d'une entreprise, etc. Toutes les unités monétaires qui figurent sur les comptes bancaires des gens, elles ont été créées comme ça, à partir d'une dette, à partir de quelqu'un qui est venu demander un crédit au secteur bancaire. Donc ça veut dire que chaque centime de monnaie qui existe dans l'économie, il est quelque part soumis à un intérêt, puisque chaque centime a été créé par un client qui est venu emprunter à la banque, un particulier, une entreprise ou un État qui a emprunté sur les marchés financiers. Et donc chaque unité de monnaie qui figure sur les soldes des comptes bancaires, quelque part, il y a quelqu'un qui paye un intérêt dessus. Si c'est un particulier, il paye des intérêts sur ses propres crédits, son propre emprunt. Si c'est une entreprise, comment elle fait pour payer les intérêts sur les emprunts qu'elle a en cours? Bah, évidemment, elle est obligée d'augmenter un petit peu le prix de ses services ou le prix des biens qu'elle vend ou qu'elle fabrique ou qu'elle distribue. Et l'État, qui lui-même est dans la même logique, qui emprunte aussi l'argent qu'il dépense pour ses investissements et ses dépenses, eh bien le gouvernement, l'État, paye aussi des intérêts sur sa propre dette. Donc quelque part, tous autant qu'on est, quelle que soit notre position dans le circuit, soit on paye des intérêts sur notre dette personnelle, soit on paye des intérêts en achetant quelque chose, à chaque fois qu'on achète quelque chose, parce que les entreprises sont obligées de facturer l'intérêt en plus de leur prix. Soit on paye de la TVA sur tout ce qu'on achète, parce que l'État est obligé de faire payer de la TVA pour payer en partie les intérêts de sa propre dette. Donc à tous les niveaux, on paye de la dette. On paye des intérêts, pardon. J'entendais hier dans une émission sur la chaîne russe, Russia Today, dans l'émission Boom Bust, l'animatrice c'est Erin Haid, elle expliquait avec son invité, alors j'ai plus le nom de l'invité malheureusement, mais vous le retrouverez sur le site de Russia Today, son invité expliquait que vu la quantité de dollars qui existe, en réalité, il manque une partie qui sera en intérêt, et qu'en réalité, les intérêts de ces dollars, puisque chaque dollar égale une dette, hein, on est d'accord, voilà. Donc, prenons l'exemple du dollar, puisqu'il est quand même extrêmement criant. Cette personne expliquait que la masse de dollars qui existe n'est pas suffisante pour payer les intérêts de ce dollar, ce qui veut dire qu'il va donc falloir créer
de nouveaux dollars pour payer ses intérêts, et ensuite il faudra créer de nouveaux dollars pour payer les intérêts de ces nouveaux dollars, etc. Donc qu'en réalité, la notion de plafond de la dette telle qu'elle existe aux États-Unis est une sorte d'hypocrisie, puisque tout le monde sait bien qu'il faudra créer de nouveaux dollars pour payer les intérêts, à moins qu'on veuille voir le système s'effondrer. Ouais. Est-ce que tu as une réaction là-dessus, sur la Federal Reserve qui crée des milliards et des milliards chaque jour pour alimenter ce système, avec tout de même une certaine forme d'hypocrisie de la part des politiques américains qui disent « Oh, ne dépassons pas le plafond de la dette, on va voir dans 3 mois si on remonte à nouveau le plafond de la dette ». Évidemment qu'ils vont le remonter, sinon toutes les banques se cassent la gueule en même temps. Ah ouais, c'est bizarre, hein. C'est quand même très mystérieux parce que effectivement, on pourrait dire d'un certain point de vue que le gouvernement américain se fait peur, essaye de se faire peur à lui tout seul. Mais bon, en se faisant croire qu'il n'a pas la possibilité d'emprunter et de continuer à emprunter, c'est-à-dire à endetter sa population. Bon, déjà ça c'est bizarre parce qu'en fait, comme tous les pays qui ont conservé leur souveraineté monétaire, le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Amérique, enfin les États-Unis, le Japon, etc. Et contrairement aux pays européens qui se sont liés à l'euro, ces pays-là, donc les États-Unis, l'Angleterre et le Japon par exemple, ont gardé une monnaie souveraine. Et donc, il y a un mouvement en Angleterre, on en avait parlé la dernière fois, je crois, qui s'appelle Positive Money, qui dit mais c'est complètement ridicule d'emprunter notre propre monnaie au secteur bancaire, alors qu'on pourrait dire à l'État, créez-nous de la monnaie à taux zéro, dépensez-la, au moins on n'aura pas de dette à payer dessus, nom de Dieu. Et donc, c'est effectivement dans les pays qui ont conservé leur souveraineté monétaire, l'État pourrait très bien émettre à taux zéro de la monnaie. Alors ce qui est très curieux, c'est que le secteur bancaire est en conflit permanent avec les États du monde entier, pour essayer d'accaparer, de conserver, de continuer à s'approprier ce privilège de la création monétaire. Parce que le secteur bancaire, lui, il se dit, moi je crée de la monnaie, mais moi je fais payer un intérêt dessus. Parce que moi je suis une entreprise, je suis un financier, donc il faut que je gagne ma vie. Et donc, pour en revenir au plafond de la dette, ça peut être interprété comme un gouvernement qui cherche à se faire peur. Mais ça peut aussi être interprété comme un genre, je dirais, de manipulation des masses, parce que comme on le sait, il y a une notion de morale dans le paiement de la dette. Il y a une notion où on se dit, voilà, j'ai pris une dette, donc je dois la rembourser. J'ai un engagement, une obligation. Voilà, j'ai un engagement total, c'est quelque chose de moral, on doit payer ses dettes, voilà, ça ne peut pas être autrement. Et donc là, on se trouve face à un secteur de l'économie qui s'est donc approprié le privilège de la création monétaire, qui l'a en quelque sorte subtilisé aux États qui à certaines époques avaient l'habitude de frapper monnaie. Bon, on peut s'interroger sur est-ce que c'est quand même pas aussi arbitraire, aussi dominateur. Oui, effectivement, mais bon, au moins ils ne demandaient pas d'intérêt, ils demandaient juste le paiement de l'impôt pour forcer les gens à circuler, à utiliser la monnaie. Et donc on peut se dire, le fait qu'un secteur particulier de l'économie se soit approprié ça, et demande un intérêt dessus du simple fait que ce privilège existe, on peut se dire qu'effectivement, de ce fait, toutes les populations sont endettées, puisque pour avoir de la monnaie, il faut collectivement obligatoirement s'endetter. On peut se dire que le fait d'obliger les populations à payer les intérêts de leurs dettes consiste à inverser un rapport de force au détriment de celui qui le subit, et en faisant croire à celui qui subit le rapport de force qu'il est coupable, et que donc il doit payer sa dette, parce que c'est comme ça, on paye ses dettes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement, j'allais dire vicieux, mais bon c'est un petit peu fort, mais d'extrêmement, manipulatoire. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement, puisque c'est le bourreau qui se fait passer pour la victime, Ouais. et la victime qui se dit il ne faut pas que je devienne un bourreau moi aussi, il faut que je fasse attention, il faut que je paye mes dettes, il faut que je sois gentil moi aussi. Donc oui, on est vraiment dans une inversion. Alors autant ce principe-là, il est justifiable. Voilà, je te prête un vélo, il va falloir que tu me rendes mon vélo un jour ou l'autre, parce que quand même c'est moi qui l'ai fabriqué ou c'est moi qui l'ai construit, je me suis servi de mes mains pour le faire, j'ai passé du temps, donc c'est à moi. Hein. Bon, quand même, on peut à la limite contester complètement le principe de la propriété privée, mais moi je pense que ça justifie quand même de dire qu'au moins on est propriétaire de ce qu'on a créé avec ses mains. On n'est pas propriétaire des
matière première qu'on a utilisée pour créer quelque chose avec ses mains. Ça, on peut dire qu'on a pompé dans la propriété collective. Si on a pris des cailloux pour faire une sculpture, les cailloux, on les a eus gratuitement, donc peut-être il faudrait un jour en faire une compensation à la terre. Quand je parle de cailloux, je pourrais parler de pétrole ou de richesses souterraines ou de l'air, etc. Bon, c'est vrai que là, on peut dire quand je te prête quelque chose que j'ai fait moi-même, bah faut que tu me le rendes, c'est logique. Mais là, on n'est pas du tout dans cette configuration. Là, on est dans la configuration d'un système de crédit mutuel qui existe, où dans les sociétés primitives, on s'est dit, bon voilà, nous on aimerait bien savoir qui a donné quoi, qui a reçu quoi, parce que au niveau de la communauté, peut-être que voilà, celui qui a beaucoup donné, peut-être qu'il faudrait qu'il reçoive un petit peu, et puis celui qui a beaucoup reçu, peut-être qu'il faudrait qu'il produise un petit peu. On voudrait savoir, comme un peu dans une forêt vierge, est-ce que chacun des éléments de notre communauté a fait sa part? Est-ce qu'il est en équilibre par rapport à la communauté? Et puis après, on peut se dire, bon ben voilà, on va mettre des chiffres là-dessus. Voilà, si tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup de chiffres. Si tu reçois beaucoup, tu as beaucoup de chiffres en moins, par exemple. Une comptabilité mutuelle. Et on s'aperçoit que le système bancaire, si on le regarde d'un simple point de vue comptable, c'est ça, c'est une comptabilité mutuelle. Si je te vends quelque chose, je reçois plus 10, et toi, tu as moins 10 sur ton compte en banque. Voilà, le compte en banque, en fait, c'est une comptabilité mutuelle où quand il y a une transaction, il y en a un qui a plus de chiffres, l'autre qui en a moins. Sauf que, d'une part, la somme n'est pas à zéro, on est obligé d'avoir des chiffres positifs, et la différence, elle se fait d'un chiffre positif à un autre chiffre positif. Et pour recevoir plus que ce qu'on donne, il faut être en négatif, mais le négatif, il faut le payer. Il faut le payer le double. Pour avoir le droit d'être en négatif, c'est-à-dire pour avoir le droit de recevoir avant de donner, pour avoir du crédit d'abord, il faut l'acheter, ce crédit. Et pour l'acheter, il faut l'acheter le double de ce qu'il vaut, puisque sur la totalité de la masse monétaire, on finit par rembourser le double en intérêt par rapport au principal. Et parfois beaucoup plus, parce que si on ne rembourse pas le principal, il y a des intérêts perpétuels qui s'additionnent. Et quand on emprunte, dans le cas des États, quand on emprunte pour payer ses premiers emprunts, ça s'accumule et évidemment on finit par payer beaucoup beaucoup plus que ce qu'on a emprunté initialement. Exactement, c'est le mystère absolu des intérêts composés. Le cerveau humain a beaucoup de mal à imaginer les progressions exponentielles. Et donc un intérêt composé, voilà, quand on paye 5% sur 100, on doit 105, et quand on paye 5% de 105, on doit plus, etc. C'est une courbe exponentielle. Et une bonne illustration, c'est regarder la courbe de la dette française de 80 à aujourd'hui. Tout à fait, qui a justement cette forme-là. Et donc voilà, donc pour revenir à l'endettement exponentiel et au fait que le fait de payer ses dettes est soit une contrainte morale ou pas, quand on a vraiment emprunté quelque chose qui existait, qui est le fruit d'un travail précédent, là, peut-être qu'on peut imaginer qu'il y a une contrainte morale. Mais par contre, le coup de génie du système existant, c'est d'appliquer cette contrainte morale à une création ex nihilo. À une création ex nihilo qui est de surcroît destinée à remplacer un système équilibré de crédit mutuel qui existait avant. Donc, dans un premier temps, le but, c'est de s'accaparer un système de crédit mutuel qui pourrait très bien fonctionner à coût nul, avec des machines. Et d'autre part, c'est le fait d'émettre le crédit à la place des gens, c'est-à-dire d'enlever la mutualité du crédit, de monopoliser l'émission de crédit et de rendre ce crédit payant. Et le fait que le crédit soit payant et soit interprété par les gens qui le reçoivent comme une dette, permet d'appliquer à ce système les mêmes contraintes morales que sur les systèmes de prêt mutuel de quelque chose qu'on a vraiment fabriqué. C'est pas simple, hein, c'est pas simple, et c'est vraiment du retournement, de l'inversion de valeur. Tu parlais tout à l'heure de Positive Money. Il y a justement un message de Positive Money UK qui a pas mal circulé sur Internet. Alors, c'est en anglais, mais j'essaie de le traduire en le lisant. Donc, il y a une question en rouge. Pensez-vous que cela est OK, que cela est bien? Et voilà les trois phrases. Les banques créent la monnaie et décident à qui elles le prêtent dans l'économie. Il n'y a jamais eu de décision démocratique pour donner aux banques ce pouvoir.
Les banques n'ont aucune obligation légale d'utiliser ce pouvoir massif dans les intérêts de la société collective. Et nous n'avons aucun moyen de les rendre comptables quand elles l'utilisent mal. Effectivement, c'est bon résumé de la situation. Il n'y a eu aucune décision démocratique de donner ce pouvoir aux banques. En tout cas, ça n'a jamais été dit clairement. On dit que dans Maastricht, effectivement, il y a cet article, je ne sais plus lequel, c'est le 120 et quelques, qui donne ce pouvoir aux banques. Mais jamais, il faut bien l'avouer, voilà, disons les choses honnêtement, même s'il y a eu un vote à 51% pour Maastricht, jamais, lors des discussions, des débats, il n'a été dit clairement attention, on donne le pouvoir de création monétaire aux banques. Ce qui d'ailleurs était déjà le cas en France, puisqu'il y a la fameuse loi de 73, dont on a beaucoup parlé à cette antenne, donc on ne va pas s'étaler là-dessus. En tout cas, voilà, la question n'a jamais été posée frontalement, on n'a jamais dit oui ou non, voulez-vous donner le pouvoir du crédit, le pouvoir de la richesse infinie, c'est quand même Oui. ça, c'est comme de ça qu'on parle, aux banques privées. Évidemment, si la question avait été posée aussi frontalement, personne n'aurait voté oui, voilà, ça aurait été 2% contre 98% qui auraient rejeté violemment cela. Et aujourd'hui, il n'y a toujours aucun moyen de faire rendre des comptes à ces banques. Le mot compte, là, est pour le coup, bien choisi. Il n'y a aucun moyen de leur dire, voilà, votre pouvoir de création monétaire, vous l'utilisez là-dedans, sinon on vous l'enlève. Non, ça n'existe pas. Ce pouvoir est indu et malheureusement, les banques privées, aujourd'hui, le gardent. Donc, comment démocratiquement justifier cela? Est-ce que c'est seulement justifiable? Bah, le fait que, effectivement, le secteur bancaire décide à qui va le crédit, c'est-à-dire à qui va la monnaie. Donc déjà, ça, c'est une asymétrie totale par rapport à l'ensemble de la population. On n'est pas du tout dans un contexte d'égalité, bien entendu, entre les citoyens. Il y en a qui ont droit d'avoir de la monnaie, d'autres qui ne l'auront pas. Et effectivement, bon, c'est la petite anecdote que je raconte souvent quand je fais des conférences. Voilà, entre le banquier, il fait son boulot, hein, en même temps, il n'est pas méchant, hein, il protège son job, il protège sa famille, il protège son employeur, c'est tout à fait normal, quoi. Au niveau microéconomique, il y a aucun problème. Le problème, c'est que pour être loyal vis-à-vis de son employeur et pour conserver son boulot, bah, le banquier, au niveau microéconomique, quand il a le choix entre prêter de l'argent à quelqu'un qui a déjà 10 studios pour en acheter un 11e, bah, évidemment, et s'il y a en face un jeune de 25 ans qui veut avoir de l'argent pour faire un stand sur les marchés, forcément que le banquier va prendre le premier et pas le second, quoi, parce qu'il voit l'intérêt, parce qu'il voit la sûreté, il voit la garantie immobilière, etc. Donc ça fait des sociétés qui, d'une part, favorisent les bulles économiques, favorisent par exemple la croissance des prix de l'immobilier, et la croissance des prix des marchés financiers, parce que ce système-là, il est utilisé aussi pour spéculer sur les marchés financiers, sur les marchés à terme, sur les marchés d'actions, etc. Donc il favorise cette économie-là d'un côté, l'économie financière, immobilière, et l'économie d'investissement dans des choses qui montent, en gros, et qui défavorise par ailleurs la création, qui défavorise par ailleurs les gens qui ont des idées qui ne sont absolument pas prouvées, des inventeurs, qui ont peut-être des idées qui, dans 10 ans ou 20 ans, changeraient le monde. Mais ces gars-là, non. Ces gars-là, ils n'ont pas l'argent pour financer leurs recherches ou pour financer leurs produits ou leurs nouveaux services. Et donc ça crée des sociétés qui ont tendance à se cristalliser sur les richesses qui existent et à ralentir l'évolution. Et ça, c'est très important. Bah oui, c'est grave. Je pense qu'il faudrait qu'on s'y arrête un petit peu d'ailleurs sur cette question parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, je pense. Cette idée que finalement ce système qu'on nous a vendu quand même comme étant un système qui permet précisément aux meilleures inventions d'émerger, qui permet au développement d'avoir lieu le plus rapidement possible, etc. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, ce système ne permet plus le développement dans les meilleures conditions possibles, mais au contraire est devenu nuisible au développement, puisqu'on sait que certaines inventions restent dans les tiroirs parce qu'elles feraient perdre trop d'argent à des systèmes Bien sûr. existants. Donc, comme tu le disais très bien, on reste ancré sur ce qui existe et on refuse le changement, parce que le changement, ça veut dire sur le court ou moyen terme, une perte de revenus sur les secteurs existants. Un exemple très simple, je pense que tu seras d'accord là-dessus, on découvre une voiture ou un moteur qui fonctionne à l'air comprimé ou à l'air.
demain, le pétrole, on en a beaucoup moins besoin. Donc forcément, les énormes entreprises qui vendent du pétrole tous les jours n'ont pas envie et n'auront jamais envie de voir un tel système Oui. de voitures à air comprimé se répandre. Évidemment, si Total demain est délaissé pour des pompes à air comprimé qu'on peut installer chez soi, c'est sûr que voilà, ça leur fait pas plaisir. Donc on voit bien que ce système monétaire là encourage la rente sur ce qui existe, mais n'encourage pas la création de nouveaux systèmes et surtout pas de systèmes qui seraient décentralisés, qui seraient libres et gratuits. Ça, Bah non. évidemment, voilà, c'est bien là qu'il y a comment dire, quelque chose qui grippe le système et qui Ouais. empêche la bonne évolution. Oui, 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 tout à fait. De mon point de vue, il est quasi certain qu'une réforme de la monnaie, c'est-à-dire pour- par exemple une décentralisation des systèmes monétaires, par exemple une réforme monétaire, ne serait-ce qu'une réforme monétaire qui redonnerait le privilège, pourquoi pas à l'État, de créer de la monnaie à taux zéro. Bon, ça n'enlèverait pas le problème que l'État, ce sont les politiciens et qu'il y aurait quand même une orientation bien précise des investissements sur quelque chose qui ne remet rien en cause. Donc, c'est très difficile. C'est vrai, ce que tu dis, c'est que c'est un système qui a tendance à favoriser l'inertie. Voilà, l'inertie des systèmes existants. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une industrie nucléaire, par exemple. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une innovation très peu puissante dans le domaine de la recherche, etc. Alors par contre, ça va à tendance à favoriser les secteurs rentables. Parce que le problème de ce système, c'est qu'il faut toujours qu'une masse de monnaie donnée produise plus de monnaie, puisqu'il y a une partie des intérêts qu'il faut obligatoirement créer en plus, qu'il faut rembourser en plus de la masse monétaire. J'ai trouvé il y a quelques jours, là, il y a une petite histoire rigolote qui s'appelle Je veux la Terre plus 5%. Et donc, en gros, c'est ça, hein, c'est très caricatural, mais en gros, c'est ça. Je veux tout ce qu'il y a à produire, et puis 5% en plus. Donc on comprend bien qu'avec une planète limitée, ça va être difficile. Mais par contre, on peut se dire, si on libère l'innovation, si on libère la créativité des citoyens, des individus, pourquoi pas on peut avoir une croissance infinie du domaine immatériel, du domaine du partage, du domaine de l'art, de la musique, du cinéma, etc. Il y a plein de choses immatérielles qui peuvent croître indéfiniment sans pomper exagérément sur les ressources. Mais à la limite, le seul problème, ce sera qu'on ne pourra pas tout voir ou pas tout écouter. Si ça croît indéfiniment, il y a un moment où on Effectivement. n'aura pas assez de temps pour tout voir. Mais bon, c'est un problème vraiment secondaire. Et c'est vrai que pour le coup, il pourrait y avoir une croissance. Et d'ailleurs, c'est le cas, hein, je pense, aujourd'hui, depuis qu'Internet est né, on voit qu'il y a énormément de choses qui se font. Bon, on peut parler de musique, mais aussi de cinéma, et qui a vraiment, pour le coup, une Ouais. croissance exponentielle. Et d'ailleurs, qui est contradictoire avec ce que nous disent aussi les libéraux et les capitalistes, c'est-à-dire, en gros, s'il n'y a pas de rendement immédiat, personne n'a envie de travailler, quoi. En gros, c'est ça qu'on nous dit. On nous dit se lancer dans un projet Ouais. sans rendement, ben non, personne n'a envie de faire ça. C'est un comportement économique absurde, entre guillemets, je mets vraiment d'énormes guillemets. Et parce qu'on voit bien que la plupart des musiques que l'on découvre aujourd'hui ben, sont des gens qui le font gratuitement, qui le Ouais, ouais, font ouais, ouais. d'eux-mêmes. Voilà, on n'a pas besoin de les forcer, on n'a pas besoin de leur agiter la carotte ou le bâton, ils le font d'eux-mêmes. Donc c'est contradictoire avec ce qu'on nous dit habituellement. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas du logiciel libre, hein. Combien de logiciels, plus efficaces d'ailleurs que les logiciels privés propriétaires, ont été faits par des gens qui travaillent gratuitement sur leurs heures de loisirs, sur leurs heures de temps libre, parce qu'ils en ont envie, tout simplement. Donc c'est bien la preuve qu'une économie qui ne serait pas basée sur le profit et sur voilà, le profit, la rentabilité à court terme, pourrait très bien fonctionner et serait sans doute même meilleur, fonctionnerait même mieux que ce qui existe actuellement. Ouais. Ouais, oui, tout à fait. Alors ça, on peut l'analyser de deux points de vue. On peut l'analyser d'une part du point de vue monétaire, c'est-à-dire on peut dire, voilà, euh, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont contre le fait qu'on partage, contre le fait qu'il y ait une création libre et gratuite, etc. Bah, c'est parce que eux, de leur côté, ils ne peuvent pas tirer des profits des activités qui sont libres et gratuites et du partage, bien entendu. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait logique de dire ça sert à rien, on pourrait très bien s'en passer vu que ça rapporte rien. D'un autre point de vue, on pourrait dire que il suffirait peut-être que ces activités-là soient rémunérées, ne serait-ce qu'à minima,
par exemple, pourquoi pas sous forme d'un dividende universel, il suffirait que ces activités-là soient monétisées en quelque sorte, avec une valeur minimum, pour qu'elles rentrent dans la comptabilité commune, pour qu'elles rentrent dans le produit intérieur brut, par exemple. Ça, c'est un deuxième point de vue. Et puis il y a un troisième point de vue, qui est celui, par exemple, actuellement de Charles Eisenstein, qui est un jeune homme très passionnant, qui a écrit 3 livres à ce jour sur la monnaie. C'est un Américain, je crois. Et donc ce point de vue-là, il consiste à dire, bon, nous avons envie de produire des tas de choses. Et effectivement, comme nous nous sentons libres de les produire, nous en produisons en quantité. Et effectivement, quand je partage si j'ai une pomme et que je te donne une pomme, j'ai plus ma pomme. Par contre, si j'ai une chanson sur Internet et que je te donne ma chanson, il y a 2 chansons, on en a chacun une. Donc d'abord, il n'y a pas de préjudice, et puis ensuite, il y a doublement de l'abondance. Donc dans un système comme ça, évidemment, et ce que tu dis est très juste, on ne peut plus consommer tout ce qui est produit, si on applique le mot consommer à ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce que c'est la définition? Ce que je viens de dire là, je n'arrive plus à consommer ce qui est produit. Ça veut dire que je vis dans un monde merveilleux où il y a plus de choses que ce que je peux obtenir. Ça s'appelle l'abondance. L'abondance, oui. Voilà. Et donc, dans un monde d'abondance, effectivement, on va s'apercevoir qu'il n'y a peut-être plus besoin de mesurer, qu'il y a peut-être plus besoin d'un système de comptabilité mutuelle, qu'il y a peut-être même plus besoin de monnaie. Et donc, je pense que ce qui est douloureux dans la crise actuelle, c'est qu'il y a des gens, je dirais, bon, les anciens qui s'accrochent à l'ancien paradigme, qui se disent ah oui, mais moi j'ai toujours peur de manquer parce que c'est comme ça, parce qu'il y a toujours eu de la rareté, bon, sans savoir, sans comprendre que le fait qu'ils aient l'impression qu'il y a de la rareté dans le monde réel ne repose que sur le fait qu'il y a de la rareté dans leur propre système monétaire. Mais bon, c'est une illusion. Et donc le fait qu'il y a d'une part des gens qui s'accrochent à l'ancien système, à l'ancien paradigme, et qui ont toujours peur de manquer, et qui donc ont toujours besoin d'avoir une monnaie pour mesurer les choses, surtout pour ne pas être perdant, pour mesurer les tricheurs, etc. Et puis d'un autre côté, il y a, je dirais, des gens qui sont en train de sortir de cette adolescence-là, qui sont en train de devenir peut-être l'homme adulte du futur, qui se disent oui mais attendez, regardez, on a largement les moyens industriels collectivement de produire ce qu'il faut pour satisfaire nos besoins de base, nos besoins primaires, ce que Maslow appelait les besoins primaires, c'est-à-dire manger, dormir, se nourrir, se vêtir, etc. Et donc si on a une richesse suffisante pour que chacun puisse satisfaire ses besoins primaires avec, je dirais, un minimum de travail, ou peut-être même pas de travail du tout, si on se contente de choses modestes, d'un minimum, ça veut dire que tout le reste, c'est du superflu. Et si tout le reste, c'est du superflu, ça veut dire qu'on est vraiment dans une société d'abondance et que peut-être un jour, il va falloir qu'on arrête de compter, parce qu'il n'y a plus rien à compter, il y a trop. Ce qui reste à compter, ce sont les matières premières. Effectivement, effectivement. Mais bon, si on arrive à un système qui libère la créativité des gens, je suis certain qu'en quelques dizaines d'années, on va réussir à se passer des matières premières très facilement. On va réussir à inventer des systèmes pour se déplacer à moindre coût, pour se déplacer avec des ressources qui sont beaucoup moins limitées que celles qu'on utilise actuellement et qui seront donc beaucoup moins rentables pour ceux qui mettront les compteurs. Il y a une légende qui court sur Internet qui dit qu'un certain Nikola Tesla, dans les années, je ne sais plus, Au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, avait inventé, découvert plutôt, un système qui permettait d'avoir une énergie, dit-on, infinie. Et par un système d'ondes magnétiques, c'est ce qui Voilà, bon, il y a peut-être des recherches à reprendre là-dessus. Bon, je ne sais pas, hein, c'est peut-être une légende, j'en sais rien. Enfin bref, la légende continue en disant JP Morgan, un des plus gros investisseurs de l'époque, s'est intéressé au projet, l'a financé, et puis a arrêté de le financer quand il s'est aperçu qu'on ne pouvait pas mettre de compteur dans les maisons pour le facturer. Donc voilà, si on sort de cette logique-là, j'ai peur de manquer, donc il faut que je facture pour m'en mettre plein les poches et que les autres travaillent pour moi. Si on sort de ça, et je pense que c'est ça la douleur qu'on est en train de ressentir en tant que société, c'est qu'on est en train de passer d'un modèle à un autre modèle
qui sera très certainement complètement différent, qui reste à inventer, mais on est dans l'espèce de no man's land entre les deux, donc forcément ça fait un petit peu peur. Et voilà, c'était donc le troisième point de vue vis-à-vis de la nouveauté qui se produit. Sur l'histoire de Tesla et JP Morgan, John Pierpont Morgan, qui a d'ailleurs donné son nom à la célèbre banque d'affaires, qui est une des, comment dire, une de celles qui se comporte le plus mal, qui fait sans doute le plus de bénéfices, mais parce qu'elle donne, elle donne avec Goldman Sachs, c'est cette banque, ces deux banques qui donnent le ton en termes d'horreur économique, on va dire, voilà, pour dire les choses clairement. Et justement, cette histoire, qu'elle soit vraie ou fausse, finalement, peu importe, puisqu'elle est quand même, on pourrait même la voir comme une fable qui explique le fait que, évidemment, si on crée une énergie, puisqu'il était question d'une énergie à ondes magnétiques qui aurait alimenté la ville de New York, donc en envoyant ces ondes à travers tous les murs, évidemment, toute la ville. Donc évidemment, s'il y avait telle personne à l'appartement 27 qui ne payait pas sa facture d'ondes magnétiques, il n'y avait aucun moyen d'empêcher cette personne précisément de ne pas avoir accès à l'énergie, puisque l'énergie était... voilà. Et donc, effectivement, la légende dit que John Pierpont Morgan a annulé son engagement dans le projet après avoir compris que ce système-là ne permettrait pas d'interdire à telle ou telle personne qui ne paierait pas d'avoir accès à l'énergie, et que voilà, si la personne ne paye pas, elle aura toujours l'électricité. Donc, évidemment, il n'y a pas de moyen de se faire énormément d'argent, donc on laisse ça de côté. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la JP Morgan est notamment une des banques qui fait le plus de spéculation sur les matières premières, que Black Masters, qui était responsable du secteur des matières premières, a assoiffé, affamé des pays entiers en Afrique, etc. On se dit que c'est bien dans la logique, quoi. Voilà, ça va bien dans la logique. Après, effectivement, est-ce que c'est une légende, est-ce que l'histoire existe vraiment? J'ai jamais pu le vérifier moi-même, mais en tout cas, c'est une fable qui explique très bien cela. Si on arrive à créer quelque chose qui soit bon pour toute la collectivité, la minorité qui, j'allais dire tire les ficelles, c'est un peu facile de résumer comme ça, mais qui tient le manche, on va dire, peu importe l'époque, cette minorité-là n'a aucun intérêt à ce que ces choses se fassent, donc elle va tout faire pour les en empêcher. Autre exemple, les pneus increvables. On sait aujourd'hui avec les technologies qu'on a que les voitures de rallye sont équipées de pneus increvables. Pourquoi n'a-t-on pas généralisé cela? Parce que Michelin met la clé sous la porte dans 10 ans si on fait ça. Donc voilà, tout simplement, la volonté de profit, de rentabilité, comment dire, de mettre des actions sur les entreprises, etc., nuit à la qualité des services que l'on reçoit. Idem pour les médicaments d'ailleurs. Si une entreprise arrive à inventer un médicament qu'on a besoin de prendre une fois et qui nous guérit à tout jamais, ben voilà, elle met la clé sous la porte, c'est fini. Et tant mieux, ce serait tant mieux, mais malheureusement, voilà, on reste dans cette logique-là. Ça me rappelle une phrase qu'on avait dit dans la dernière émission, qui vient d'un de tes mini-shows, qui est très intéressante sur la dette et la question des esclaves à l'époque de l'abolition de l'esclavage. Donc à l'époque où on voulait abolir l'esclavage, certains disaient mais les grands propriétaires terriens, les grands propriétaires de champs de coton, de champs de maïs qui utilisent des esclaves, ils vont être ruinés, ils vont devoir payer leurs esclaves alors qu'avant ils ne les payaient pas. Et tu disais dans ce mini-show, on s'en fout de ce qui leur arrive à ces esclavagistes. C'est des esclavagistes, ils ne méritent pas, voilà, ils trouveront autre chose à faire, tant pis pour eux. Ils ne méritent pas d'avoir qu'on se préoccupe d'eux, qu'on verse de chaudes larmes pour eux. Eh bien, idem pour les esclavagistes de la dette aujourd'hui, les usuriers. On s'en fiche de ce qui leur arrive une fois qu'on a réglé le problème de la dette. Ils trouveront autre chose à faire. Ben, ils achèteront une guitare sèche et ils feront des chansons. Voilà, ce sera bien mieux pour eux et pour les autres. Donc, c'est exactement pareil pour le PDG de Michelin. Si on met des pneus incroyables, que va-t-il arriver au PDG de Michelin? Ben, il se reconvertira. Tant pis pour lui. C'est comme ça. Donc, il faut aussi que les gens se mettent à réfléchir un peu comme ça et arrêtent de se dire, c'est un gros problème, hein, de se dire si les choses sont comme ça, elles ne peuvent pas être autrement, et si c'est autrement, ce sera forcément pire. Non, ce ne sera pas forcément pire, et c'est pas parce que ça marche aujourd'hui que ça ne pourrait pas marcher autrement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, en même temps, évidemment, dans le cas des entreprises qui ferment parce que, par exemple, une nouvelle façon de faire les choses est inventée, il faut penser aussi aux gens qui sont obligés de travailler dans ces entreprises pour avoir de la monnaie, pour survivre, pour payer leur loyer, pour payer leurs dettes, pour payer leur bouffe tous les jours. Et donc c'est pour ça qu'il me semble très intéressant de persister dans cette voie de changer la monnaie ou réfléchir à la monnaie, et que c'est une voie intéressante pour changer le monde et changer les mentalités. C'est parce que le fait que des gens perdent leur emploi passe
et pour que le fait de perdre son emploi ne devienne pas quelque chose d'extrêmement douloureux et de mortifère, passe par le fait de comprendre la monnaie et de réformer ou d'inventer des systèmes monétaires différents qui permettent justement de survivre sans être obligé de se soumettre à un monopole monétaire. Parce que ça, c'est un gros problème. Effectivement, si on est dans un système monétaire qui nous oblige à aller travailler parce qu'il y a des gens qui savent créer la monnaie ou qui savent accéder au crédit, qui ne peuvent que eux et eux seulement la distribuer, et qui donc vont avoir tendance à faire travailler des gens pour eux, pour, en exerçant ce privilège-là, et donc il y a des gens qui n'ont pas ce privilège-là, qui vont être obligés de se soumettre à ces gens-là qui ont le privilège pour satisfaire le besoin de survie primaire. Effectivement, on se retrouve dans une situation complètement asymétrique qui ne peut pas être résolue sans changer le système de distribution asymétrique de la monnaie. Et finalement, c'est ça, c'est le monde dans lequel on vit. Quand on fait un emprunt de 200 000 euros pour acheter une maison, par exemple, on va rembourser certes les 200 000 euros de capital. Donc là, on peut dire qu'on travaille pour soi, puisqu'on rembourse ce qu'on nous a avancé. Par contre, les 5 ou 10% d'intérêt qu'il va y avoir, là, vous travaillez. Donc, par exemple, si vous mettez 10 ans à rembourser le capital et 10 ans à rembourser les intérêts, vous allez travailler 10 ans pour une banque qui elle, tout ce qu'elle a fait, c'est taper sur un ordinateur, plus 100 000 sur votre compte en banque et rien d'autre. Et vous allez passer 10 ans de votre vie à travailler un peu chaque mois pour cette institution bancaire qui finalement a quelque chose de criminel, quoi. Il y a de l'esclavagisme dans cette façon de procéder. Oui, en même temps, il ne faut pas oublier de prendre l'aspect dont tu as parlé tout à l'heure, qui est comment faire pour rendre comptable le secteur bancaire de ces opérations d'attribution de crédit. Et effectivement, quand le secteur bancaire ou quand une banque attribue du crédit à quelqu'un, il prend ses précautions parce que, quelque part, il a créé de la monnaie supplémentaire qui est dans l'économie, et donc cette monnaie-là, elle est distribuée dans l'économie, il ne peut pas aller la reprendre si jamais le débiteur, enfin la personne qui s'est fait créer de l'argent, ne peut pas rembourser son principal et encore moins ses intérêts. Le secteur bancaire ne peut pas aller reprendre dans la masse monétaire une monnaie qui s'est complètement, qui s'est pas évaporée du tout, au contraire, qui s'est distribuée sur des agents économiques complètement différents les uns des autres et à l'infini, quoi. Oui, d'autant plus que ces gens ont fourni un service, donc on ne peut pas aller récupérer au restaurateur chinois qui a vendu un plat à cette personne. Voilà, c'est évidemment. Donc, au bout du compte, qui est responsable de la création monétaire? On le constate quand on voit la menace de risque systémique du secteur bancaire. La menace de risque systémique, c'est de dire, bon bah voilà, nous on a émis de la monnaie, qu'est-ce que vous voulez, on a émis du crédit, et puis on n'arrive pas à se faire rembourser. Donc maintenant, qui paye? Nous on a toutes vos économies, on a tous vos moyens de paiement, les chéquiers, les cartes bancaires, etc. Donc nous, vous savez, on est une entreprise normale, hein, si on n'arrive pas à faire rentrer ce qu'on a créé, on met la clé sous la porte, c'est pas compliqué. Ça s'appelle la menace du risque systémique. Et donc, si le risque systémique se matérialise et que les banques font faillite, elles font faillite comme des dominos, et à ce moment-là, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de système monétaire. Donc, c'est au mieux des émeutes dans tout le pays et la chute du secteur politique. Donc, on ne peut pas permettre ça. Et donc, au bout du compte, on s'aperçoit très bien que la monnaie qui a été créée, qui a été distribuée dans l'économie et à tous les agents économiques, citoyens, entreprises, États, etc., qui en est responsable au bout du compte? C'est pas la banque, c'est les citoyens. Parce que c'est les citoyens qu'on va aller endetter et qu'on va aller chercher pour renflouer les bilans des banques, et à qui on va dire, écoutez, voilà, si on ne paye pas, c'est le secteur bancaire qui fait faillite. Donc on ne peut pas laisser le secteur bancaire faire faillite, donc il faut qu'on paye. Donc au bout du compte, les gens qui ont reçu le crédit, collectivement et individuellement, sont tous responsables de la totalité de la masse monétaire. Et là, on peut dire que le privilège de la création monétaire du secteur bancaire est un privilège vraiment indu, puisque la responsabilité n'est même pas sur le créateur de la monnaie. Or, si on dit la responsabilité, elle est sur les citoyens, on peut dire, alors d'accord, mais à ce moment-là, autant que ce soit les citoyens qui créent la monnaie eux-mêmes. Au moins, ce sera une responsabilité véritablement acquise. Au moins, ce sera clair. Oui, au moins ce sera clair. Parce qu'il y a deux choses dans ce que tu viens de dire qui sont extrêmement intéressantes. D'un côté,
cela prouve, ce que tu viens d'expliquer, prouve à quel point la corde est sensible quand il est question de la création monétaire et à quel point il faut défendre pour les politiques, je me mets à la place des politiques, à quel point pour eux il est important de défendre ce pouvoir de création monétaire. On voit bien comment dire, la communauté d'intérêt qu'il peut y avoir autour de ça. C'est, on l'a dit, l'argent infini, donc forcément c'est quelque chose qui fait très envie. Du coup, ça paraît plus important pour nos politiciens européens notamment de défendre cet acquis pour les banques que de défendre leurs citoyens. C'est quand même à ça qu'on en arrive, hein. Oui, Voilà, c'est oui. exactement. Et donc là, on voit à quel point il est important que les banques conservent cette création monétaire pour eux, hein, pour leurs petits intérêts, pour les milliards que ça leur rapporte. Et la deuxième chose qui est importante, je vais te laisser réagir sur les deux, c'est la notion de laisser faire faillite. C'est Frédéric Lordon qui parlait de ça en disant finalement, tu l'as très bien expliqué, il y a un risque systémique, hein, ce qu'on appelle aux États-Unis le too big to fail, trop grosse pour tomber, en parlant de ces énormes banques type JP Morgan, Goldman Sachs. Donc elles sont trop grosses pour tomber, donc elles ne peuvent pas tomber. Donc vous allez payer pour pas qu'elles tombent. C'est ça finalement le Oui, raisonnement. oui. Et finalement, si on laissait ces banques tomber, si on les laissait tomber par terre, ne serait-ce pas là une occasion merveilleuse, magnifique pour le peuple de dire, eh bien voilà, puisque les banques sont tombées, puisque cette économie-là n'existe plus, maintenant nous allons le remplacer par notre système à nous, qui est la création monétaire, par nous, citoyens, par notre volonté authentiquement démocratique. Donc voilà, sur ces deux notions, les notions qu'aujourd'hui le système bancaire européen tient plus à sa survie qu'à celle de ses citoyens, et sur le fait que finalement, cette mort du système bancaire par un crash international serait peut-être une porte ou une fenêtre merveilleuse pour les citoyens, une occasion en or de changer le système. Occasion d'ailleurs que Sarkozy a ratée en 2008 quand il a donné 600 milliards aux banques pour qu'elles se relancent, alors qu'il aurait pu à ce moment-là leur mettre de couteau sous la gorge et leur dire maintenant c'est moi qui impose les règles, maintenant je suis président, vous venez à genoux vers moi, c'est moi qui vais vous dire, bon, évidemment Sarkozy ne l'aurait pas fait, mais quelqu'un d'autre à sa place aurait pu le faire, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, là, je vais dire vraiment des opinions toutes personnelles, hein, toutes relatives, toutes subjectives. Bon, le fait que les politiciens européens défendent plutôt le secteur bancaire que les citoyens, bon, bien sûr, c'est évident, puisqu'ils sont là pour ça, hein. Donc ils font leur boulot. Euh, et s'il doit y avoir un rétablissement, je dirais, des rapports de force, ou enfin des rapports d'égalité ou de domination entre le secteur bancaire et les citoyens, ça sera à mon avis, et c'est tout le travail que je fais au quotidien, ça sera à mon avis parce que les citoyens auront compris ce qui se passe et auront soit exigé des réformes, soit mis en place tout simplement des systèmes nouveaux pour rendre l'ancien secteur obsolète, quoi. Je pense que c'est ce qui est en train, à mon avis, de se produire actuellement. D'ailleurs, il y a dans le monde entier des tas de systèmes d'échange locaux qui se mettent en place, des tas de community exchange systems, des tas de monnaies complémentaires qui se mettent en place. Et bon, c'est tellement bourgeonnant dans tous les sens que il va bien y avoir, il y a Bitcoin qui s'est mis en place, et Bitcoin qui donne lieu à des forks, enfin, c'est-à-dire à des dizaines de monnaies différentes fondées sur Bitcoin. Je sais personnellement qu'il y a des tas de gens dans le monde entier qui travaillent sur des systèmes dans le genre de Bitcoin, mais moins arbitraires, moins pyramidaux, etc. Et donc quand ces systèmes-là vont être en place, il y a forcément des gens qui vont les adopter. Et donc, ça va créer des opportunités de transactions, de mesurer certaines transactions, de se rendre compte qu'on n'a pas forcément besoin des monnaies monopolistiques que nous imposent les États. Parallèlement à ça, il va falloir mettre en place une analyse de l'impôt en tant qu'obligation de payer les intérêts sur la dette. Je pense qu'on ne va pas pouvoir échapper à ce débat-là à un moment donné. Est-ce qu'on a vraiment envie de payer des impôts sur une dette monétaire, c'est-à-dire sur une dette qui concerne l'ensemble de notre masse monétaire, sous prétexte qu'il y a un secteur privilégié de l'économie qui émet cette monnaie et qui nous fait payer un intérêt dessus? Est-ce qu'on a vraiment envie de payer cette partie d'impôt qui sert à ça? Et donc il va falloir mesurer quelle est la partie des impôts qui sert vraiment à ça. Et là, on risque d'avoir des surprises. Et puis, donc voilà, donc je pense que ce qui est en train de se passer, je le vois d'une manière, je dirais, empirique, c'est plutôt ça, c'est plutôt un rééquilibrage des rapports de force entre les citoyens et leur propre créativité.
le fait qu'on soit en crise en ce moment fait qu'il y a beaucoup de gens au chômage, donc il y a beaucoup de gens qui ont du temps pour réfléchir à tout ça. Finalement, c'est pas si mal que ça. Et puis d'un autre côté, alors bon, le fait de les laisser, le droit à faire faillite, de laisser le secteur bancaire faire faillite. C'est vrai que c'est un petit peu le dada de Lordon de dire il ne faut pas rater la prochaine occasion. Quand ils font faire faillite, quand le secteur bancaire fera faillite, il faut le laisser faire faillite et il faut nationaliser les banques et mettre en place un système de mutualisation du crédit, etc. J'avais posé la question Et- à Olivier Berruyer, juste une incise. Ouais. Je lui avais dit, Frédéric Lordon propose de racheter les banques au moment de leur faillite, Mm. 1 euro symbolique. Et Olivier Berruyer m'avait répondu, 1 euro symbolique, c'est trop cher payé. Moi, je Oui. les prends pour zéro. Oui, Voilà. oui, oui, pourquoi pas, c'est pas bête. Mais bon, ça suppose, à mon avis, hein, c'est vraiment encore une fois un jugement tout subjectif, ça suppose une grosse prise de risque. Parce que c'est un peu appliqué à un secteur très sensible et fragile, la stratégie du choc que décrit Naomi Campbell. Et qui... Naomi Klein. Naomi, Naomi pardon. Campbell, c'est une mannequin. Oui, pardon. Oh, le lapsus. Naomi Klein, effectivement, la stratégie du choc qui consiste à attendre ou à provoquer, pourquoi pas, un écroulement de quelque chose pour mettre en place de force un autre modèle. Bon, moi je suis plutôt non violent, donc je préférerais qu'il y ait une solution progressive. D'un autre côté, c'est ce qui est en train de se dessiner, je pense. La solution, les évolutions. Voilà. On est dans un. Je crois qu'une des caractéristiques de l'être humain, on pourra en parler tout à l'heure, c'est de savoir évoluer, s'adapter aux circonstances. Et donc, je pense franchement que c'est plus. Je dirais c'est moins violent, ça c'est sûr. Et c'est plus conforme à nos habitudes en tant que société d'aller par petits pas, nous diraient les politiciens, d'aller par petits pas changer un système et le faire évoluer ou créer des nouveaux systèmes, plutôt que de profiter d'une crise pour mettre en place des systèmes différents. Bien, ces systèmes différents, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. On va faire une petite pause musicale et on va s'intéresser au Bitcoin, aux monnaies fondantes, aux monnaies locales, au sel, aux jeux, à toutes ces choses. Les jeux, les jardins d'échange universels, c'est un peu moins connu. Donc on va en parler aussi de tous ces systèmes alternatifs qui pourraient changer la donne, qui changent déjà la donne d'ailleurs, qui sont déjà en place pour la plupart, qui existent et aussi d'idées, pourquoi pas, plus utopiques, qui vont encore plus loin. Voilà, on va parler de tout ça, des solutions, des systèmes alternatifs qui existent, qui sont pensés, réfléchis dans la deuxième partie de l'émission. Et j'en profiterai pour ouvrir aussi le standard, le 08 92 23 95 20, pour toutes vos questions à Gérard Fouché, vos questions, vos remarques, vos explications. Si vous avez vous aussi connaissance d'un système alternatif intéressant, n'hésitez pas à venir nous en parler. On est là pour ça au 08 92 23 95 20. On fait une courte pause musicale et on se retrouve juste après. It'll never get old.
connaissez le site ici et maintenant.com, le site officiel de la radio. Mais il existe un éventail de sites qui vous permettent d'accéder à différents services. Sur le site www.rimlive.com, vous pouvez accéder gratuitement à toutes les vidéos de la radio et retrouver quand vous le souhaitez vos émissions favorites. Le site rimlive.com, c'est plus de 350 vidéos produites par l'équipe d'ici et maintenant, à regarder quand vous le souhaitez. C'est rimlive.com, rimlive.com. Pour soutenir la radio et acquérir des émissions au format MP3, rendez-vous sur le site rimcast.com. Sur ce site, vous aurez accès à l'intégralité des archives de la radio, soit des milliers d'heures d'émissions disponibles. À vous de faire votre choix. Le site de vente de MP3 de Radio Ici et Maintenant, c'est rimcast.com. Non, c'est rimcast.fr. L'adresse a changé, je le précise. Il faudra que je enregistre cette annonce. Il y a une petite erreur. C'est rimcast.fr, le site de vente d'émissions de la radio Ici et Maintenant. Nous sommes de retour en direct avec Gérard Fouché. Nous parlons d'économie depuis 14 heures, d'économie et d'humain surtout, principalement, de la création monétaire, d'où vient la monnaie, toutes ces questions fascinantes qui sont d'ailleurs en détail dans le livre de Gérard Fouché que je montre à la caméra. On ne me voit plus. Voilà, les secrets de la monnaie. Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde. C'est aux éditions Yves Michel. Voilà, il est sorti il y a combien de temps ce livre? Je crois en 2012. Il est sorti cet été, là, en 2013. Cet été, d'accord. Enfin, l'été dernier. En 2013, très bien. Donc voilà, le livre Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde. Et nous allons déjà accueillir un premier auditeur. C'est Manu qui nous rejoint, qui a composé le 08 92 23 95 20. Salut Manu. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Bonjour. Très intéressant comme d'habitude. De toute façon, il a une sacrée connaissance quand même. Je me rappelle plus de son prénom, vous m'excusez. Gérard Fouché. Oui, Gérard. Je crois que j'ai déjà téléphoné une fois auprès de lui et on avait déjà discuté longuement aussi sur différentes questions d'économie. Alors, je voulais lui poser une question franchement sincère et réaliste. Est-ce que vous y croyez franchement au système alternatif? C'est pas question d'y croire ou de pas y croire, c'est question de regarder ce qui se passe ou ce qui se passe pas, hein, Manu. Moi, je tourne un peu dans toute la France et je vois que dans toute la France, il y a des gens qui réfléchissent et qui mettent en place des systèmes alternatifs. Alors bon, évidemment, ça reste marginal, hein, ça reste petit, ça reste en dessous du radar. En tout cas, au-dessous du radar des autorités financières. Quoique, il y a certaines monnaies complémentaires qui commencent à être reconnues par l'autorité de contrôle prudentiel du secteur bancaire. Et puis voilà, il y a eu des tentatives qui ont, dans les années passées, hein, dans d'autres pays que la France, il y a eu des tentatives qui ont mis en place des systèmes alternatifs, qui ont connu pas mal de succès, qui ont été interdites, qui peut-être pourraient plus difficilement être interdites maintenant, étant donné qu'on commence à prendre conscience que le monopole de la création monétaire par les banques, que ce soit par les banques ou par l'État, c'est interdire aux citoyens de prendre en main leur propre système de crédit. On est d'accord. Donc voilà, bon, évidemment, ce ne sont pas des choses qui se font sur un an, ni même sur 10 ans, parce que voilà, c'est pas facile de prendre conscience de tout ça, de l'expliquer, de le comprendre. Mais c'est en cours. Donc oui, voilà, bon, pour répondre à vos questions, oui, allons à moyen terme ou à long terme, j'y crois. Et je crois aussi que même les gens qui profitent abondamment de ce système, je pense qu'eux-mêmes commencent à se poser des questions. Oh, je suis pas sûr. Enfin, moi, vous voyez, regardez le système Bitcoin. Déjà, il y a beaucoup d'États, nations qui sont en train de rejeter ce système monétaire. Bah, oui. Et comme vous le disiez tout à l'heure avec Lysandre, vous imaginez, par exemple, Total qui lâchera pas prise, par exemple, au pétrole s'il y a une nouvelle invention. Vous voyez ce que je veux dire? Ils lâcheront pas prise, eux, par contre. Et s'ils lâcheront pas prise, ils feront la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la population mondiale qui sommes en train de payer les pots cassés et la dette. Et donc, ce système, ça les convient. Eux, en attendant, ils s'enrichissent parce qu'il faut bien que sur la part du gâteau, il y en a qui mangent, il y en a d'autres qui perdent. C'est un système comme ça. Il n'y a pas de 200%, 300%, c'est 100% et voilà. Il faut qu'on mange sur les autres pourcents. Et donc, vous imaginez que réellement qu'ils vont laisser ce système alternatif, même si on le voulait et qu'on essayait de l'imposer sur une nation mondiale pour juste en test, ils ne le feront pas.
ils sont trop accrochés à leur argent, enfin à tout leur système, ils lâcheront pas prise. Vous voyez bien toutes les guerres qu'on a connues dans notre société depuis 3000 ans, depuis 2000 ans au moins déjà, c'est toujours la même chose. Enfin, moi, faut être réaliste à un moment. Moi, je suis d'accord pour le système alternatif, je peux y croire aussi. Mais est-ce que vous croyez que eux, ils vont lâcher prise? Ça les arrange tout ça. On pourrait se dire, Manu, si on essaye de mettre en place des systèmes alternatifs, si on essaye de convaincre ceux qui en profitent que il y a une certaine part d'immoralité dans ce qui se produit, et si on y croit, on a allez, une chance sur 1 million que ça se produise. Par contre, si on fait rien, on a 1 million de chances sur 1 million qui se produisent rien. Mais de toute façon, donc j'ai envie de dire, bon, tant pis, même si ça sert à rien, on le fait. Oui, mais vous savez très bien qu'on n'a pas les rênes de toute façon. Ils gagnent de l'argent par rapport à nous, quoi, sur la population mondiale. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, évidemment. On peut rêver, c'est clair, on peut rêver, mais il y a un moment où il faut être réaliste, quoi. Alors, ce que je peux vous dire... Ce système-là est tellement bien pris dans le ciment, bientôt ça sera sur un socle posé, et de toute façon, si ils vont nous l'imposer de force, et c'est ce qui se passe actuellement. Regardez, on paye des impôts de plus en plus. Vous l'avez très bien expliqué sur vos informations que vous avez données à la radio. C'est un système où ils gagnent de l'argent sur nous. Et c'est nous qui payons. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aura bientôt plus de retraite, peut-être plus de sécurité sociale. Ça les intéresse parce que ça les intéresse pas de payer pour ça, pour nous, pour les humains. Eux, ils pensent même plus au niveau humain. Ils pensent déjà au niveau robot. Alors, moi, je sais pas. Moi, vous voyez, moi, je veux bien y croire, mais il y a un moment où il faut être vraiment réaliste, quoi. De toute façon, ils lâcheront pas prise. Et vous savez très bien qu'ils feront de toutes les manières où ils nous l'imposent, où ça sera la guerre. Alors, pour vous... Moi, je suis désolé de dire ça, mais moi, c'est mon opinion personnelle. Hein. Mais oui, non, mais je vous comprends. Et c'est pas une opinion dénuée de bon sens, hein, sûr, malheureusement. Non, je vous comprends parfaitement, et je partage souvent votre colère et votre indignation, bien sûr. Alors, c'est pas de l'indignation, c'est parce que tout le monde le vit. Je suis pas tout seul. Mais je sais. Vous le vivez. On le vit tous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, je voudrais vous dire deux, trois. On peut rien faire. Faut lui dire la vérité. On peut rien faire. Des révolutions soi-disant qu'on a, mais ça a toujours été dans leur sens. Ça n'a jamais été au niveau population. Vous le savez très bien, ça. Oui. Alors, je voudrais vous dire deux, trois petites choses. D'abord, oui, vous avez raison. Ça a toujours été dans le sens d'une certaine catégorie de la population qui a toujours eu pour objectif d'exploiter le reste de la population. Plus on s'enrichit, plus une population s'enrichit, plus il y a de l'abondance qui est produite, plus ça génère chez certains, 1%, hein, pas plus, hein, mais ça suffit pour mettre tout par terre, plus ça génère chez certains l'envie d'être en vacances tout le temps et de profiter du travail des autres. Voilà. Bon, donc il y a des systèmes d'exploitation qui se mettent en place. On l'a vu il y a 2000 ans ou 5000 ans avec l'esclavage. Hein, puis tout récemment encore, hein, au siècle dernier, il y avait encore des esclaves. Ça consiste à... Ils sautent d'un système à un autre. Exactement. C'est là que je vais en venir, vous allez voir. Et donc, l'esclavage, on est propriétaire de ces esclaves, on leur fout des coups de fouet, on les tue s'ils se sauvent. Ça marche, c'est efficace. Par contre, c'est moins efficace que le servage, par exemple. Parce que le servage au Moyen-Âge, on fait croire à des gens que parce qu'ils sont nés sur le terrain et que ce terrain-là appartient au seigneur, ils appartiennent aussi un petit peu au seigneur, et donc il faut qu'ils travaillent pour pour payer quelque chose au seigneur. Ça s'appelle le servage. C'est déjà finalement pour la personne exploitée moins pénible que pour l'esclave, et pour l'exploiteur, c'est moins immoral. C'est moins immoral de mentir à des gens et de leur faire croire que blablabla, plutôt que de leur donner des coups de fouet. Et puis après, quand la révolution a eu lieu et que donc la propriété de la terre a été redistribuée, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les gens qui veulent toujours vivre aux dépens des autres? Eh bien, ils ont fait une invention géniale qui s'appelle la monnaie, et qui permet de faire croire à tout le monde qu'il faut absolument se servir de la monnaie pour payer des impôts derrière, et qu'il faut donc produire plus que ce dont on a besoin parce qu'il faut payer un intérêt sur une dette. Pour devenir propriétaire, enfin tout ça c'est du Mais par contre, voilà. On en revient à la même chose. Mais est-ce que vous remarquez que
de l'esclavage au servage, puis à la monnaie, on a de moins en moins de violence, hein. C'est toujours extrêmement violent, hein, je suis d'accord avec vous, hein. On a, mais on a. Il y aura de la violence si les gens commencent à un petit peu, comme on dit, à un système alternatif qui commence à se réveiller. Vous croyez pas que ça va amener à la violence? C'est bien possible. Dans leur intérêt, ils trouveront un autre système Voilà. de démocratie ou je sais pas quoi. Alors justement, les musulmans qui sont cons. Ils vont trouver un autre système de toute façon. Alors justement, c'est génial ce que vous dites, parce que dans mon analyse, et vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez, le système suivant, il est là. Il est en place, déjà. Alors, je vais juste vous raconter un petit truc. Au mois de juin dernier, j'ai écrit un rapport où je suis allé chercher des économistes des années 30 qui avaient déjà fait toutes les analyses qu'on fait depuis quelque temps avec Lisandre dans cette émission. La dette, voilà, ça marche pas parce que tout le monde est obligé de payer la dette, etc. Ça va dans le mur. Et donc dans les années 30, après la crise de 29, il y a un certain nombre d'économistes qui étaient très très connus à l'époque, que je suis allé déterrer, et dont je suis allé déterrer les travaux, qui donnaient des solutions pour réformer ce système-là. Le 100% monnaie, enfin éventuellement du dividende universel, enfin on pourra en reparler après dans la suite si vous voulez. Et puis après, je suis allé voir ce qui se passait actuellement, et je me suis aperçu qu'il y avait une nouvelle génération d'économistes qui faisaient exactement les mêmes analyses et qui proposaient, mise au goût du jour, le même type de solution. Et je me suis aperçu que qui finançait ces économistes-là, c'était des gens qui sont au sommet de la pyramide bancaire et de la pyramide financière, des gens comme Georges Soros. C'est la même chose que pour le Conseil de l'Europe, c'est que des lobbies qui sont au Conseil. Bien sûr. Enfin, et je me suis dit, mais comment ça se fait? Là, je suis d'accord avec votre principe, hein. Vous m'excusez parce que j'ai très peu de temps là. Ah bon, c'est dommage, mais je continuerai quand vous serez parti. Mais je vous écouterai, vous inquiétez pas. Bon. Et puis il y a d'autres auditeurs qui veulent intervenir aussi. Hein. D'accord, alors finissez votre petite phrase et puis après je finirai ce que je voulais vous dire, que vous entendrez plus tard. Allez-y. Vous voyez là, par exemple, là, notre président nous a pondu moins de charges pour le patronat. Mais vous imaginez pas l'arnaque qu'il est en train de nous faire. Enfin, je suis désolé de dire ça. Moi, je pensais qu'un président de la France était pour les intérêts du peuple français. Là, on est dans les intérêts de qui? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, il aurait pu faire ça depuis son arrivée au pouvoir. Il aurait pu faire, et en plus, il aurait pu faire pour un équilibrage pour la population, il aurait pu faire pour le patronat et pour le salarié. Vous voyez? Enlever aussi les charges salariales pour les salariés, pour le patronat, et là, tout le monde était gagnant. Et là, on pouvait peut-être respirer. Mais il aurait pu faire ça déjà bien avant. Ouais. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et là, c'est que pour le patronat. Ça va toujours dans un sens, vous voyez ce que je veux dire? Bien entendu. Maintenant, comme on voulait que les gens ils commencent à croire à la politique, on va toujours dans un autre sens. Moi je suis désolé. Pour moi, voilà, ce système, il est pas dans les intérêts du peuple, de la population, de l'être humain. Je parle bien de ça, de l'être humain. J'ai l'impression que on est quoi dans l'histoire? On travaille pour quoi en réalité? On travaille juste pour manger, c'est ça notre intérêt sur cette vie? On travaille pour avoir de la monnaie. Je pensais qu'on était là pour justement soutenir les uns les autres, la fraternité, d'améliorer notre vie quotidienne. Et en réalité, on fait quoi? On nous inonde d'iPhone, mais c'est encore ces trucs-là, c'est des technologies qui servent encore des intérêts, d'écoute, d'espionnage et tout. Mais où est-ce qu'on va, franchement? Où est-ce qu'on va? Vous voyez, moi, c'est ça qui est le but principal, moi, de ma vie. C'est de justement qu'on soit tous soudés, qu'on essaye... mais on nous casse avec les questions de s'enrichir. En réalité, on ne s'enrichit pas. Parce qu'à un moment donné, quand il faudra payer la dette, ils prendront ceux qui en ont. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, vous voyez. Donc là, on nous pond des trucs. Franchement, tout ça, c'est irréaliste. Ce que vous dites est très juste et ça prouve à 100% que les solutions, il ne faut pas les attendre des politiciens. Les solutions, s'il y en a, et les alternatives, s'il y en a, il va falloir qu'on se les fasse. Simplement, il faut que ça soit pour l'intérêt du peuple, de la nation. Ou alors, si on veut être vraiment universaliste pour le monde, il faudrait alors un congrès, mais que chacun garde ses billes. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme du fédéralisme. On se protège quand même, on fait du business, mais on va pas, excusez-moi le terme, on va pas s'enculer. Le problème, c'est que là, tout le monde s'encule. On s'encule tous. On va en parler peut-être avec Lisandre tout à l'heure de ça, justement, parce que ça faisait partie des sujets qu'on voulait aborder. Donc écoutez, merci. Où est-ce qu'on parle de démocratie? Où est-ce qu'on parle d'universalisme? Parce qu'ils ont que ça dans la bouche, mais en réalité, ils font tout le contraire.
Bah, ce que vous dites est tout à fait. On nie qu'une population plus pauvre encore que nous, et pour que nous, on Oui, puisse être mieux dans le confort, oui, et d'autres, bah, ils crèvent. oui. C'est ça l'universalisme. Non, pas du tout. Non, non, non. Ça Ça, c'est ce devient qui. aberrant, Mais non, mais mais ça, complètement aberrant. ça, c'est ce qui est imposé à 99% de la population par le 1% de la population à qui on a laissé les rênes. Mais c'est pas les 1%, on s'en fout des 1%, c'est pas ça le truc. C'est le problème, c'est les 1%, c'est tous les pays des nations du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est 1% C'est dans que chaque pays, oui. ces règles-là sont imposées à tous les pays du monde. Ben oui. Et dès qu'il y en a un qui ne suit pas, boum, on l'élimine. Ouais. Alors, Manu, je suis désolé, mais il y a du monde qui est en attente. Il y a Oui, Miklos oui. et Alexandre Mais qui voilà, souhaitent moi je participer. voulais vous dire ça. Je suis d'accord avec vous. Si vous vraiment voulez changer, on a les moyens de changer, mais simplement, ils veulent, enfin, comme vous dites, les 1%, ou j'en sais rien, je m'en fous de ça. C'est simplement, ils veulent pas ce sens. Ils veulent pas ce sens. Et le plus malheureux, c'est qu'ils détruisent notre planète, ils épuisent les ressources, et à un moment donné, qui va payer encore tout ça? C'est la population mondiale. Parce qu'il faut être réaliste. Nos enfants, on est en train de bouffer la part du gâteau. À un moment donné, je ne sais pas comment ça va se passer, je suis pessimiste maintenant, mais j'ai toujours un espoir de lueur d'optimisme pour que ça change tout ça. Mais en réalité, ça ne change pas, c'est que du vent. Voilà, moi, je voulais terminer sur ça, et puis vous souhaitez une bonne continuation, et puis, bah, de toute façon, comme on dit, il faut bien mourir un jour. Hein. Merci Manu. Bon, on va essayer d'avoir un point de vue un peu plus optimiste pour la suite. Gérard, pour répondre à Manu, après on accueillera Miklos. Bah, je voudrais juste dire à Manu que voilà, que l'optimiste, il vient quand on agit. Point final. Si vous voulez perdre ce pessimisme que vous avez et qui fait du mal, euh, cherchez autour de vous. Cherchez, bon, j'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous voulez avoir l'impression d'être utile à quelque chose, bah, essayez de trouver quelque chose à faire. Et vous allez voir que vous allez être entouré petit à petit par des gens qui vont avoir les mêmes idées que vous et qui vont finir par vous dire, et vous allez être d'accord avec eux, par vous dire, bon bah écoute, attends, est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre des solutions? Est-ce qu'on a besoin de se disputer avec ceux qui nous gouvernent, avec ceux qui nous dominent? Et si on faisait comme s'ils n'existaient pas? Et si on mettait en place nos systèmes autonomes, universels, avec de l'égalité, de l'équité? Et vous allez les trouver, ces gens-là, parce qu'il y en a partout, je peux vous le dire, moi j'en rencontre très souvent. Donc voilà, si vous voulez m'appeler ou m'envoyer des mails, je vous donnerai des tuyaux pour qu'on se bouge tous, il faut qu'on se bouge. Merci Manu. Oui, merci de ton appel Manu. Et c'est vrai, ce que tu viens de dire, Gérard, c'est très important. Si on dit, bah, de toute façon, on peut rien faire, ça marchera pas, forcément, ça ne marchera pas. Si on tente le coup, peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera. Au moins, il y a un 50-50, au moins, on tire la Ouais, pièce, quoi. Voilà, et on verra bien bah où ça tombe. Mais pour ça, il faut faire quelque chose. Si on dit tout est contre nous, on ne peut pas y arriver, forcément on n'y arrivera pas. Ça c'est. Mais bon, voilà. Après, je comprends tout à fait le pessimisme de Manu. C'est vrai qu'il y a une forme de réalisme ou de pragmatisme, je sais pas comment il faut dire, mais c'est pas avec le pragmatisme qu'on change le monde. Voilà, on pourrait dire les choses comme ça. ouais. On accueille Miklos à présent. Salut Miklos. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Miklos. Euh, C'était pour préciser quelque chose dans ce que vous avez dit, éventuellement sur le taux d'intérêt. Qui est, vous avez parlé d'un taux d'intérêt à 5% qui est énorme, et que la banque, bon, bah, c'était son affaire. C'est quand même la Banque de France qui détermine le taux de l'usure. C'est quand même le Parlement qui ratifie ce taux de l'usure. Oui. Donc c'est pas l'agence bancaire, c'est pas le crédit agricole, c'est pas le Crédit Lyonnais, c'est pas les banques qui sont libres de tous leurs mouvements. Elles sont quand même sous pression. Hein. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même la Banque de France qui détermine le taux de l'usure. Et qu'elle pourrait très bien déterminer un taux de l'usure à 0% par exemple, ou un taux même négatif. Donc voilà une piste que j'aurais voulu vous suggérer, enfin vous poser, vous demander ce que vous en pensez.
Merci Miklos. Bon, je ne suis pas un spécialiste Oui, des taux d'intérêt. Voilà, ni même des modes de fonctionnement du secteur bancaire à l'intérieur du secteur bancaire. Il y a un spécialiste en France qui s'appelle André-Jacques Holbeck, qui connaît vraiment ces choses-là sur le bout des doigts. Et qu'on reçoit très souvent à cette antenne. Voilà, donc peut-être que vous pourriez garder cette question-là et la reposer à André-Jacques Holbeck quand il sera là. Oui. Par contre, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, ce taux d'intérêt-là, qui est d'accord fixé par la Banque de France et que le système des banques secondaires suit, il est appliqué sur de la création de crédits ex nihilo. Pour moi, le vrai problème, c'est plutôt ça. Non ? Alors, j'ai une phrase là de saint Thomas d'Aquin, je ne sais pas ce que fait Miklos, une phrase de saint Thomas d'Aquin que je viens de trouver parce que je voulais la définition exacte de l'usure. Aujourd'hui, l'usure, c'est un taux d'intérêt prohibitif, un taux d'intérêt excessif. Mais pendant une période, l'usure, c'était simplement le fait qu'il y ait un taux d'intérêt lors d'un prêt. C'est-à-dire, c'était le taux d'intérêt qui était considéré comme usuraire, pas un niveau trop haut de ce taux d'intérêt. Donc voilà, c'est pour faire la différence. Et il y a une phrase de saint Thomas d'Aquin que je trouve intéressante et qui parlera sans doute à Miklos. Recevoir un intérêt pour l'usage de l'argent prêté est en soi injuste, car c'est faire payer ce qui n'existe pas. Ce qui constitue évidemment une inégalité contraire à la justice. C'est en quoi consiste l'usure. Et comme on est tenu de restituer les biens acquis injustement, de même, on est tenu de restituer l'argent reçu à titre d'intérêt. Donc voilà, saint Thomas d'Aquin qui condamne l'usure en disant qu'il est injuste de demander un intérêt lors d'un prêt. Et c'est la vision aussi de l'islam, notamment, on en avait parlé la dernière fois, et on en parle souvent à cette antenne, c'est la vision de la plupart des religions d'ailleurs. C'est un petit peu oublié, on va dire, volontairement, parce que le système bancaire est évidemment au-dessus des morales religieuses, en tout cas il se perçoit comme au-dessus des morales religieuses, et légalement c'est évidemment le code civil, le code pénal qui régit cela. Donc la question aujourd'hui de l'usure, elle est toujours d'actualité finalement, puisque si on a cette vision que l'usure c'est simplement l'existence d'un taux d'intérêt, on vit définitivement dans une société usuraire, ça c'est évident. Alors là, on se heurte ou on se frotte à quelque chose qui est fondamental dans l'étude de la monnaie. C'est est-ce que la monnaie est un bien qu'on peut transmettre et donc prêter, ou est-ce que la monnaie n'est qu'un instrument de mesure? Et donc là, traditionnellement, dans les écoles d'économie, on enseigne que les fonctions principales de la monnaie, c'est d'être une réserve de valeur, c'est-à-dire que ça sous-entend que c'est un bien qu'on peut mettre de côté. D'une part, premièrement, une réserve de valeur, et deuxièmement, c'est une unité de mesure qui permet de mesurer les échanges. Et si on y réfléchit à ça, bon, et troisièmement, c'est un outil de la comptabilité mutuelle. Et donc, si on réfléchit à ça, on peut se demander, est-ce que c'est compatible que la monnaie soit interprétée à la fois comme une réserve de valeur et comme une unité de mesure? C'est quand même assez bizarre, parce que si c'est une unité de mesure, ce sont des simples chiffres immatériels qui circulent d'un compte à un autre, qui montent pour celui qui vend et qui descendent pour celui qui reçoit. Mais si c'est un bien, si c'est une réserve de valeur, c'est quelque chose de positif qu'on peut mettre de côté, qui a une valeur intrinsèque. Ça veut dire que si c'est un bien, il faut l'accumuler, il faut en avoir le plus possible, il ne faut surtout pas que ça circule. Et si c'est de la mesure, il faut que ça circule et il ne faut surtout pas l'accumuler. Donc c'est complètement incompatible, ces deux notions-là. Et je crois qu'un des éléments qui font que cette confusion existe, c'est le système actuel de comptabilité. C'est le fait que les unités monétaires, quelles qu'elles soient, ne peuvent être qu'en positif. Quand on est à découvert sur son compte en banque, ou quand on est en moins parce qu'on vient de recevoir un crédit, on ne dit pas « j'ai du bien en moins », j'ai de la monnaie en moins, ça n'a pas de sens. La monnaie, dans le référentiel actuel, n'existe qu'en positif. Et donc, à ce titre, elle est interprétée comme un bien, comme une réserve de valeur. Et donc, à ce titre, il est justifié de faire payer un intérêt dessus, puisqu'on a économisé pour en avoir. Et cette notion-là, c'est une illusion. C'est une illusion parce qu'il suffit de remettre les compteurs à zéro et de se dire, si au lieu d'avoir plus 1000, j'avais 0, et que le gars, au lieu d'avoir plus 500, il avait moins 500,
Moi, je serais peut-être à plus 1000, lui, il serait à moins 500 au lieu d'être à zéro, mais il n'a pas des unités, il n'a pas du bien en moins, il n'a pas du matériel en moins, il a juste des unités, il est en négatif sur ces unités monétaires. Et à ce moment-là, de quel droit est-ce que je lui ferais payer parce qu'il est en négatif un intérêt? Donc c'est quelque chose de complexe sur lequel, c'est une chose très complexe sur laquelle je suis en train de travailler justement avec un ingénieur en Suisse qui s'appelle Bernard Dugas et qui travaille également avec, je vais travailler bientôt avec les créateurs d'un système justement d'échange, pas un système d'échange local, un système d'échange global qui consisterait à mettre en place une comptabilité universelle avec des débits et des crédits dont la somme globale serait à zéro, et qui lutterait et qui dévoilerait de fait, le fait que la monnaie n'est pas un bien qu'on peut accumuler, mais c'est une unité de mesure qu'on peut avoir en plus ou en moins, en nombre positif ou en nombre négatif. Alors, je ne sais pas si cette réponse satisfait Miklos. Miklos? Ça m'étonnerait. Oui, c'est même plus que ce que j'espérais. Ah bon? Voilà, c'est Bon, même bon. plus ce qu'il espérait. Ben, Et puis voilà. effectivement, il y a la finance islamique qui vient se mettre là-dessus et qui dit, bon, à la limite, il est justifié de participer à la création d'une entreprise en prêtant du crédit, en prêtant des unités monétaires à quelqu'un qui en a besoin pour, je sais pas, pour monter un restaurant, disons. Et donc, il est justifié de participer en tant qu'actionnaire, en tant qu'associé, parce que si le restaurant marche pas, eh ben, on va perdre son argent. Par contre, nous dit la finance islamique et nous disent la plupart des religions, il est immoral de prêter de l'argent à quelqu'un pour un projet particulier en exigeant qu'il paye les intérêts, même si son entreprise ne marche pas. Parce que là, quoi qu'il arrive, on gagne. Oui, c'est ça la notion, effectivement, dans la finance islamique qui est très bien expliquée. Voilà. C'est si on participe à la création d'une entreprise et que l'entreprise s'effondre, eh ben, on a paumé son argent, voilà, tant pis, c'est un mauvais investissement. On ne va pas aller harceler la personne dont l'entreprise s'est effondrée. C'est immoral de faire ça. Voilà. C'est un risque qu'on a pris, on a perdu le risque, et ben voilà. Voilà. Et c'est toute la différence qui est parfois difficile à saisir entre les actions et les obligations. Une action, c'est une part d'une entreprise, et donc c'est une part de la valeur que constitue l'entreprise. C'est une part du prix de l'entreprise. Donc si l'entreprise se casse la figure, l'action n'a plus de valeur, c'est normal. Par contre, une obligation, c'est de l'argent qu'on a prêté à l'entreprise. Et même si l'entreprise a des difficultés, il faut qu'elle paye l'intérêt sur l'obligation. Et si l'entreprise est un État, ça veut dire si on a des obligations d'État, ça veut dire qu'on exploite la totalité d'une population, que son propre État a obligé à honorer les intérêts sur des obligations d'État. Et donc on n'est pas dans une relation d'association, on n'est pas dans une relation égalitaire, on est dans une relation d'exploitation. Voilà, Miklos, pour ta question. Merci à toi, on va accueillir Alexandre. Sauf que si l'entreprise elle marche bien, on peut estimer qu'elle peut rembourser et éventuellement même un peu plus pour quand même récompenser le Bien sûr. facteur. Oui, si l'entreprise marche, Bien évidemment, sûr. la personne est remboursée, Ah et oui. puis peut-être Oui. un peu plus. Oui, Oui, oui. ça c'est très intéressant. Bien parce que sûr. vous mettez le doigt sur un peu sur le genre d'erreur du système, c'est-à-dire qu'il donne un taux d'intérêt à, mettons, 3%, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le bonhomme, quel que soit, peu importe, et puis débrouillez-vous avec ça. Non, ça dépend de l'emprunteur. Il y en a qui peuvent emprunter à 3%, il y en a qui peuvent emprunter à 1%, il y en a qui peuvent emprunter à 10%, enfin bref, ça Bien dépend sûr. de l'emprunteur, ça ne dépend pas d'une loi, d'une loi générale. Bien sûr, il y a d'une part une inégalité flagrante entre les emprunteurs qui fait que plus on est possesseur d'unités monétaires, moins on paye d'intérêt. Bon, comme vous le savez, hein, si vous empruntez 1 million d'euros pour acheter une entreprise, vous allez payer tel taux. Oui. Si vous empruntez 10 000 euros pour acheter... Oui, si on emprunte, si vous êtes en découvert sur votre compte, Voilà. vous payez 19% Voilà, de, voilà. de TEG. Donc en gros, plus vous êtes riche, plus vous économisez, plus vous êtes pauvre, plus vous dépensez. Si vous appelez le Trésor, vous empruntez 10 milliards à 3%. Voilà. Voilà. Bon, d'une part, il y a une égalité à ce Mais ça, niveau-là. c'est comme pour les pommes de terre. Si vous achetez 10 tonnes de pommes de terre, vous payez moins cher que si vous achetez 1 kilo de pommes de terre. C'est vrai. Évidemment. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour faire un parallèle comme vous le faites avec les pommes de terre, avec la vie réelle, quand on dit effectivement, voilà, il y a des entreprises qui vont bien marcher et qui vont payer un intérêt et rembourser
Leurs créanciers, bon, très bien, mais ça ne veut pas dire que le système est moral pour autant. Hein. Si vous vous faites voler votre porte-monnaie dans la rue, c'est pas parce que le voleur va donner l'argent à un clochard que vous n'êtes pas fait voler. Vous voyez, c'est le comportement futur de l'argent d'accord. soustrait n'a pas d'influence sur la soustraction. Oui. Voilà, Miklos. Alors désolé, on va passer à Alexandre qui attend depuis 20 minutes D'accord, pardon. en Oh là antenne. là. Oui, Merci, il a Miklos. appelé au tout Oui, début. merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Miklos. Bonjour, Alexandre. Alexandre. Ah. Bah, il a dû s'éloigner de son téléphone parce que je le vois toujours sur mon écran, mais je ne l'entends pas. Alexandre, est-ce que tu es là? Ah, Bon. j'ai entendu une porte. Tu as entendu une porte? Non, moi je n'entends rien. Voilà, bon, bah, tant pis, Alexandre, désolé. Tu peux nous rappeler évidemment si tu souhaites intervenir. D'ailleurs, le standard est toujours ouvert, 08 92 23 95 20 pour intervenir en direct. Il y a plusieurs questions là dont j'ai envie de parler parce que les auditeurs ont soulevé beaucoup de thématiques très intéressantes, très importantes. Voilà, le téléphone sonne à nouveau. J'imagine qu'on va avoir d'autres questions dans très peu de temps. Mais avant cela, je voulais revenir un petit peu sur les bitcoins. Il y a eu toute une polémique, je ne sais pas s'il y a eu une polémique, mais en tout cas, il y a eu cette montée, cette flambée du Bitcoin ces derniers mois. Voilà, j'imagine parce qu'on en parle de plus en plus, donc des investisseurs se sont dit c'est intéressant d'investir là-dedans. On sait que le Bitcoin est aussi la monnaie privilégiée sur les réseaux qu'on appelle Darknet ou Deep Web, les réseaux de l'Internet clandestin, comme on peut appeler ça, tout ce qui est accessible avec le logiciel Tor qui crypte les informations. Et on sait que le Bitcoin, étant une monnaie anonyme, a été beaucoup utilisé sur ces réseaux-là. Donc est-ce que ça a aussi joué dans son augmentation, dans l'augmentation de son prix? Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que toi tu as pensé de cette polémique autour du Bitcoin, de sa création jusqu'à maintenant? Ça a flambé. Je crois que le prix a triplé en quelques mois ou voire plus. Il doit être autour de 600 $ aujourd'hui alors qu'il était à 100 $ il y a encore un an. Donc ce Bitcoin, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Est-ce que tu t'es un peu intéressé à cette question? Oui, bien sûr, j'ai suivi ça d'assez près. Avec Bitcoin matérialise parfaitement l'incohérence dont je parlais tout à l'heure entre valeur et instrument de mesure. Le fait que Bitcoin soit soumis à des bulles, à une volatilité extrême comme ça, c'est dû au fait que pour beaucoup de gens, Bitcoin est beaucoup plus un vecteur d'investissement qu'une monnaie d'échange, ou qu'un instrument d'échange, ou qu'un instrument de mesure des échanges. Et donc actuellement, là, moi, ce que je vois, c'est que le Bitcoin, c'est comme la bulle Internet en 2000, c'est comme les tulipes, je ne sais plus, au XVIe siècle en Hollande. C'est quelque chose qui permet de faire des gains, ou d'avoir des espoirs de gains. Voilà, c'est les marchés de futur aux États-Unis, l'or ou l'argent, en France, que c'est l'or ou l'argent, etc. On se dit, ah, c'est vachement bien, dis donc, ça a l'air de monter, il faut que j'en achète, puis je revendrai quand ça sera en haut. D'ailleurs, ils ont fait des bitcoins réels, des bitcoins qu'on peut... Matériels. Matériels, exactement, Ouais. qu'on peut mettre dans des coffres et qu'on peut conserver comme ça. Donc, ce qui crée la volatilité du prix du Bitcoin par rapport au dollar ou aux autres monnaies, c'est le fait qu'il y ait des gens qui en achètent avec l'espoir que ça va monter. Voilà. Et donc, ça me rappelle un peu l'histoire de ces deux gars là. Je sais pas, on l'avait pas raconté la dernière fois, les gars qui ont un tableau et qui s'achètent et qui se vendent le même tableau. Non, on en a oui, pas parlé. je crois qu'on l'avait raconté, mais tu peux le raconter une nouvelle fois. On en avait parlé, je gênant. ne sais plus. Bon, c'est ces deux gars, deux copains, quoi. Et puis, il y en a un jour qui achète un tableau et qui invite son copain à boire l'apéritif et qui lui montre son tableau accroché dans son salon. Et qui lui dit, regarde, j'ai acheté ça, c'est pas mal et tout. Et l'autre, ouais, il le trouve vraiment bien. Et du coup, il se revoit la semaine d'après. Et le copain lui dit, ah, il est beau ton tableau chez toi, dis donc, c'est chouette, est-ce que tu veux pas me le revendre? Et donc le gars lui dit, ah, bah non, écoute, je l'ai acheté la semaine dernière, mais bon, ça dépend combien tu me donnes. Et le gars lui dit, bon, je sais pas, 2000 €. Et le premier dit, d'accord, allez, je te le vends. Et donc le copain repart chez lui avec le tableau qu'il vient d'acheter 2000 €. Et puis quelques temps après, le premier acheteur va boire l'apéritif chez son copain et voit son tableau accroché dans le salon de son copain. Et il lui dit, oh, je regrette de te l'avoir vendu, écoute, tu veux pas me le revendre? Et le copain dit, oui, d'accord, pourquoi pas, combien tu me donnes? Et le gars dit, je sais pas, allez, 4000. Ah bah oui, d'accord. Et donc il repart avec son tableau, il rentre chez lui, il le raccroche dans son salon. Et puis évidemment, quelques temps après, le deuxième revient boire l'apéritif et lui dit, ah, il
il était bien ce tableau. Écoute, franchement, il faisait mieux chez moi que chez toi. Hein. Bon, c'est toi qui l'as acheté, mais non, non, bah, il me plaît bien, moi. Tu veux pas me le revendre? Oh, bah écoute, je sais pas, combien tu me donnes? Ah, bah, je sais pas, 5 000, 6 000. Et puis le gars dit, oh non, 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 écoute, non, tu peux me dire le prix que tu veux. Non, non, je le garde, là, c'est bon, c'est moi qui l'ai acheté, je le garde, je le vends plus. Et l'autre lui dit, bah, mais enfin, écoute, t'es con ou quoi? On gagnait plein de fric avec ça. Tu vois? Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, la bourse en général, les marchés financiers en général, reposent sur ce genre de comportement. Un système pyramidal, Un système pyramidal qui marche aussi bien, il faut le savoir, à la hausse qu'à la ouais, baisse. qu'on appelle aussi escroquerie pyramidale. Escroquerie pyramidale dans la mesure où, quand le prix monte, il faut tout le temps qu'il y ait des nouveaux pour acheter aux anciens, Voilà. évidemment. Quand il n'y a plus de nouveaux, pour arriver et acheter, ça veut dire que le prix a atteint son sommet et à ce moment-là, il se casse la figure parce que les gens qui sont propriétaires de cette valeur-là à ce moment donné précis se disent ou j'essaye de vendre, il n'y a plus personne, ça veut dire que j'étais le dernier, donc vite je vends. Et le fait qu'ils se mettent à vendre, ça fait tomber le prix. Le fait que le prix tombe fait que tout le monde se dit oh là là, attention, ça chute, je revends aussi. Et tout le monde revend, donc ça fait une chute vertigineuse. Et on le constate, c'est marrant parce que la plupart de ces courbes-là, et Bitcoin ne faillit pas à cette règle-là, on le constate quand on regarde la courbe un petit peu à long terme, on s'aperçoit que quand un prix monte, il monte très progressivement. Parce que les acheteurs hésitent, ils arrivent petit à petit, les uns après les autres, ils voient que ça monte. Puis il y en a qui se disent ah dis donc ça a bien monté, j'achète maintenant. C'est les premiers acheteurs. Puis il y en a d'autres qui se disent ah non c'est trop tôt, j'en sais pas, si ça se trouve ça va retomber. Puis ils voient que ça monte, alors ils disent ah ça y est, bon là ce coup-là j'y vais, je rentre. Et puis il y a les derniers, les pigeons, qui arrivent au dernier moment, c'est les derniers, et ils se disent oh là là mais regarde comme ça a monté, mais ça va jamais s'arrêter, j'achète maintenant. C'est eux qui se font avoir. Parce que c'est eux qui ont acheté au plus cher et qui vont être obligés de revendre après la chute. Et on s'aperçoit dans la forme de la courbe que les courbes d'achat montent très progressivement alors que les courbes de vente descendent comme une falaise vertigineusement. On le voit dans toutes les bulles qui explosent. Ouais, il y avait eu un peu ça avec la mise en vente des actions Facebook sur Exactement. le marché. C'est pareil. Là par contre, il n'y avait pas eu de montée progressive, on avait directement surévalué le prix de l'action. C'est vrai. Comme ça, les pigeons ont acheté immédiatement en se disant ça va faire que flamber, ça va monter en flèche, et ça s'est effondré Ça immédiatement. a descendu tout de suite. Voilà, et du coup, c'est que ceux qui ont vendu l'action au début, c'est-à-dire Goldman Sachs, qui a mis en vente l'action, qui a gagné énormément d'argent en faisant croire que l'action allait monter, alors qu'évidemment, un site internet ne vaut pas 1 milliard d'euros. Même s'il y a des millions de personnes qui sont inscrites dessus, un site internet ne vaut pas 1 milliard d'euros. Voilà, maintenant, j'espère que les gens le sauront, parce qu'il y a eu la même chose avec MySpace, il y a eu la même chose avec plein d'autres sites qui ont été achetés très très cher et dont la valeur n'a jamais été finalement constatée. Et donc on se retrouve face à cette contradiction entre une valeur de réserve et un instrument d'échange. On peut dire qu'une action d'une entreprise, c'est une réserve de valeur aussi, c'est quelque chose qui a de la valeur, qu'on peut acheter, revendre plus cher, ou acheter trop cher et perdre de l'argent en la revendant moins. Et donc on est face à cette confusion entre, pareil même au niveau des actions, entre réserve de valeur et instrument d'échange, parce que des actions peuvent s'échanger aussi sur les marchés boursiers. Et donc Bitcoin, moi dans mon analyse, a un petit peu les mêmes caractéristiques, les mêmes comportements, et ce qui fait que justement le fait que ça monte et que ça descende et qu'il y a tout le temps des gens qui en achètent et qui en vendent, finalement on s'en sert qu'en tant qu'outil d'investissement ou au gain à la montée ou à la descente. Et du coup, je ne pense pas qu'il y ait un grand nombre de transactions qui s'effectuent en Bitcoin. Oui, tu veux dire finalement le Bitcoin en tant que monnaie, en tant que véritable valeur pour faire des transactions, pour acheter des objets physiquement, c'est marginal comme utilisation du Bitcoin. Il me semble que pour l'instant, c'est beaucoup plus utilisé comme valeur d'investissement que comme outil d'échange. En tout cas, sur ces sites dont je parlais tout à l'heure, le web parallèle, le web profond, etc., le Bitcoin est utilisé comme monnaie d'échange, mais simplement pour la raison qu'il est anonyme et qui permet, il faut juste envoyer un lien, on ne sait pas qui a acheté, l'argent se transfère comme ça, ce qui permet d'éviter de passer par des cartes de crédit, des choses comme ça. Comme souvent pour acheter des armes, pour acheter des choses totalement illégales, le Bitcoin a aussi cette fonction-là. C'est intéressant de le savoir. Alors par contre, il y a eu un rapport très intéressant de la Banque de France à propos du Bitcoin il y a quelques jours, quelques semaines. Et on va accueillir Alexandre après. Qui justement analysait Bitcoin au point de vue du monopole monétaire de l'euro. Et qui concluait en disant
le Bitcoin ne concurrence pas la monnaie officielle, monopolistique et obligatoire, étant donné qu'il n'y a pas de convertibilité automatique entre le Bitcoin et l'euro. Il n'y a pas de taux fixe entre le Bitcoin et l'euro. La preuve, c'est que le prix du Bitcoin en euros évolue d'un jour à l'autre sans arrêt, comme sur un marché libre. Et la Banque centrale conclut en disant: nous n'avons donc aucune raison d'attaquer le Bitcoin en tant que concurrent du monopole de la monnaie officielle. Par contre, nous sommes très vigilants au niveau justement des échanges entre Bitcoin et la monnaie euro et la monnaie officielle. Et donc nous n'hésiterons pas à contrôler, éventuellement à faire fermer des officines de change qui ne respecteraient pas les règles qui leur sont imposées par les règlements financiers internationaux, nationaux, etc. Alors ça, c'est un élément très intéressant parce que si on parle à un moment donné dans l'émission des monnaies complémentaires, ça veut dire qu'une monnaie complémentaire qui serait à taux fixe par rapport à l'euro serait obligatoirement à un moment donné susceptible d'être accusée de concurrencer l'euro et de s'y substituer, et donc pourrait être interdite du jour au lendemain. Et que par contre un système d'échange local ou d'échange global qui n'aurait aucune relation avec la monnaie officielle, qui serait simplement un système de comptabilité mutuelle entre les membres d'une communauté qui a décidé d'y adhérer, ne pourrait absolument pas faire concurrence à l'euro d'une façon officielle et donc ne pourrait pas être interdit. Très intéressant, Ouais. très intéressant ça. Ça sera peut-être écho à ce que disait Manu un peu plus tôt par rapport aux façons dont le système va Ouais. essayer de lutter contre ces monnaies. C'est Ouais. intéressant de savoir ça. On accueille Alexandre qui a attendu tout à l'heure très longtemps, qui a été coupé, donc voilà, il est de retour parmi nous. Je lui donne la priorité, même s'il y a d'autres auditeurs en attente, comme il a déjà attendu juste avant. Alexandre, Oui, bonjour. oui, tu es là cette fois, on t'écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Lisandre, bonjour, c'est Gérard Fouché, c'est ça? Oui, Gérard Fouché. D'accord, très bien, bonjour. Alors, plusieurs aspects par rapport à mon intervention en fonction de ce que vous avez déjà dit. Ne serait-il... Alors, je vous pose plein de questions et puis après je vais raccrocher pour laisser la place aux autres. Et puis, comme j'ai déjà attendu 20 minutes, donc ça me permettra un petit peu d'économiser et de gérer mes fonds également. Je note vos questions. Voilà. Alors, pour répondre à Manu, je pense qu'il est nécessaire qu'on réfléchisse en tant que citoyen sur une vision globale à modifier et non pas une modification d'un point par rapport à une situation globale. Je fais allusion à ce que vous avez écrit et ce dont je vous remercie, qui figure toujours sur le net. C'est votre lettre aux policiers et aux gendarmes et qui se termine en 2011, je crois, et qui se termine par la référence de l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme, qui stipule en deux mots que si ça devient scélérat et inique, il est quand même nécessaire et recommandé de se révolter et de faire tomber le système qui est en train de vous plumer le coccyx. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, est-ce qu'il ne serait pas recommandable, lorsque nous sommes appelés à voter, de demander plutôt à nos députés, à nos maires, à nos députés européens, qu'ils rendent obligatoire les 57%, selon les dernières informations de la Banque de France, 57% de la dette française détenue par des non-résidents et étrangers, alors que l'on voit que simplement que les assurances françaises sont à 22% et les établissements de crédit français sont à 13%. Donc, moi je pense qu'il serait quand même intéressant déjà pour retrouver par le biais une certaine souveraineté sur la maîtrise et la possession surtout de la dette française,
ce serait quand même, de mon point de vue, un petit peu salutaire par rapport à ce que peuvent faire les non-résidents et les personnes que nous ne maîtrisons pas. Et autre chose, si nous raisonnons d'une façon globale, c'est là que nous pourrions éventuellement et même sûrement mettre en place des réflexions comme le salaire de base ou le salaire universel, ce qui permettrait de présenter un visage complètement différent, une philosophie de l'approche du travail et de l'argent en contrepartie complètement différente, et en mettant ce type de, comment dirais-je, de système, de méthode, nous pourrions éventuellement faire éclore dans certains cerveaux, et surtout le cerveau des majorités, de la majorité, une dépendance au travail, une reconsidération par rapport au travail et à l'argent qui en découle, diamétralement opposée à celle qui se présente actuellement, compte tenu que nous sommes sur un système d'exploitation et de, comment dirais-je, d'abellissement de l'humain, parce que nous en sommes rendus maintenant, c'est ce que j'écrivais à notre député sénateur qui est intervenu dernièrement sur le problème de la dette et le problème de l'Europe. Est-ce qu'il ne serait pas quand même recommandé de voir, comment dirais-je, ce type de système, parce que nous en sommes rendus, disais-je, à ce que nous offrons à nos enfants, certaines personnes, hein, pas tout le monde, mais ceux qui peuvent se le permettre, des tablettes ou des iPhones à Noël, etc., sans préciser à l'enfant ou au neveu ou même à l'adulte que ce qui a permis de fabriquer ce type d'outils, à l'intérieur il y a des métaux à base de terres rares qui sont ramassés par des enfants et qui sont, comment dirais-je, exploités d'une manière inacceptable en 2013, au XXIe siècle. Donc voilà un petit peu ma réflexion globale, c'est ce que je voulais vous transmettre. Et par rapport à cette philosophie d'une vision globale assise sur un salaire universel, ça serait quand même, enfin, de mon point de vue, il serait intéressant que les citoyens qui vont voter et qui représentent le corps électoral et l'expression du peuple français réfléchissent un petit peu à ce type de nouveautés, pour que l'ensemble des choses peut-être soient reconsidérées d'une manière plus douce, en évitant justement, et là je reviens à votre courrier de 2011, en évitant de mettre en place cet article 35 dans la violence, parce qu'à un moment donné, lorsque les esprits s'éveillent et qu'on s'aperçoit que ceux à qui on a transmis notre confiance par notre bulletin de vote nous prennent pour des perruches, et en plus ils nous enlèvent nos plumes, donc on n'est plus de belles perruches. Et cet article 28 également qui stipule que les autorités, entre guillemets, ceux à qui nous avons donné mandat pour nous gérer, l'article 28 rappelle qu'on ne doit pas engendrer des dettes sur les générations futures. Et c'est là où, depuis 40 ans, on paye des intérêts sur la dette française qui dépasse maintenant 1 trillion 700 milliards. Et donc, c'est quand même assez désespérant de voir que la majorité du corps électoral ne réfléchit plus, ne prend pas le temps. Et ce que vous disiez, je termine là-dessus, ce que vous disiez est très juste, compte tenu que je suis dans cet état de chômage. Lorsque vous avez du temps, et c'est là une denrée, une préciosité et quelque chose qui est inestimable, c'est que lorsque vous utilisez ce temps libre
avec des petits moyens bien évidemment, mais vous pouvez lire, vous pouvez réfléchir, vous pouvez analyser, et c'est très intéressant. Et à mon avis, si tout le monde faisait un petit peu ça pendant sa semaine ou sa journée, je pense que si les gens réfléchissaient, ça commencerait à leur faire peur, et ça se verrait dans la modification de leur expression. Voilà. Je vais vous écouter pour laisser la place aux autres, puis je vais vous écouter sur les réponses que vous m'apporterez. Et je vous remercie beaucoup de l'existence et de ce que vous en faites par rapport à vos interventions et à vos différents courriers que je vois de temps en temps sur les blogs divers et variés. Voilà, monsieur Joubert. Merci Alexandre. Monsieur Fouché qui est avec nous, Gérard Fouché qui est avec nous aujourd'hui. Merci Alexandre. Salut à toi. Alors, les réponses à Alexandre qui a posé beaucoup de questions, qui a dit beaucoup de choses. C'est vaste. Gérard Fouché. Merci Alexandre pour votre vision, vos questions, etc. Mais ouais, tout ça, c'est tellement vaste, c'est tellement passionnant. Bon, d'accord, oui, l'article 35, c'est le fameux article de la Constitution ou de la Déclaration des droits de l'homme, je crois, qui dit quand le gouvernement emploie des moyens immoraux, etc., c'est un devoir pour le peuple l'insurrection est un devoir pour le peuple. Bon, Je vais la retrouver, je vais la citer voilà, exactement. voilà, et donc, bon, et finalement, à la fin de votre intervention, vous avez dit, mais bon, il ne faudrait pas que ça tourne en violence. Effectivement, il ne faudrait pas que ça tourne en violence. Non pas parce que ça serait pas conforme au fameux article 35, pas du tout, mais parce que ça serait très dangereux. La phrase exacte, c'est donc dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793, Voilà. L'article 35 dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Voilà. Donc bon, après, il faut savoir qu'est-ce que c'est les droits du peuple, est-ce que le gouvernement viole les droits du peuple, etc. Étant donné que là, nous sommes dans un système de démocratie représentative. Donc la Libye, c'est de dire, bah oui, mais les gens votent, hein. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à voter différemment. Bon. Donc, et j'en viens à votre deuxième question, qui était, enfin à votre deuxième intervention, qui était, est-ce qu'il ne faudrait pas demander à changer les pourcentages entre les détenteurs de la dette non résidents et les détenteurs de la dette comme les sociétés d'assurance ou les établissements de crédit? Oui, effectivement, ça pourrait être intéressant de faire qu'il y ait moins de résidents et qu'un petit peu comme au Japon, ce soit surtout des gens de notre propre nation qui soient détenteurs de la dette. Effectivement, on pourrait à ce moment-là se dire, bon bah c'est pas grave, on paye des intérêts, mais finalement c'est nous qui les encaissons, donc ça tourne en rond, ça passe d'une poche à l'autre. Bon, ça passe peut-être quand même de la poche de ceux qui payent à ceux qui encaissent. C'est pas forcément les mêmes, c'est même certainement pas les mêmes du tout, étant donné que ceux qui payent des intérêts, c'est ceux qui n'ont pas assez d'argent parce qu'ils ont besoin d'en emprunter, et ceux qui encaissent des intérêts, c'est par définition ceux qui ont un petit peu trop d'argent et qui peuvent se permettre d'avoir des économies et donc qui encaissent les intérêts. Donc il y a quand même une redistribution systématique des pauvres, enfin de ceux qui ont moins de monnaie vers ceux qui ont plus de monnaie. Donc voilà, mais bon, c'est vrai qu'on pourrait proposer ça, mais ça suppose de croire à l'efficacité de la démarche qui consisterait à aller demander à des responsables politiques de prendre des décisions qui, nous semblerait-il, seraient plus conformes à l'équité entre les individus. Et là, bah, forcément, on se heurte au mur de la politique et de la finance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On voit très bien qu'il n'y a pas à tortiller. Même un gouvernement de gauche comme celui qu'on a élu dernièrement, ils font ce qu'ils ont à faire pour protéger les intérêts de ceux qui les ont mis là. Et malheureusement, on voit que ce n'est pas les intérêts de la majorité, comme quelqu'un le disait tout à l'heure. Donc voilà, moi j'ai arrêté de croire au fait d'aller quémander des décisions aux soi-disant, entre guillemets, décisionnaires ou à nos représentants, qui ne sont pas les représentants du peuple, ce sont les représentants des gens qui les ont mis au pouvoir, voilà, qui disposent des moyens pour les faire élire, les moyens médiatiques, les moyens financiers, etc. Donc moi, si vous voulez, personnellement, j'ai perdu toute foi dans cette démarche-là. Et donc, par contre, j'ai mis toute ma foi dans la démarche personnelle, point final. C'est pour ça que je passe des heures dans les trains à aller voir des gens dans tous les coins de France pour leur
pour leur expliquer tous ces systèmes-là qui fonctionnent très bien pour ceux qui en profitent, mais qui fonctionnent très mal pour ceux qui payent. Et donc, pour en revenir à votre dernier point sur le revenu de base, le salaire universel et reconsidérer le travail, alors là, effectivement, ça, ce serait un bouleversement total. Là, je vous recommande de regarder le site revenudebase.info, revenu de base, tout collé, .info, où il y a vraiment, mais alors tout un tas d'informations qui sont faites par des gens vraiment très compétents, entre autres Stanislas Jourdan, qui est un des instigateurs de l'initiative citoyenne européenne pour demander que le Conseil européen étudie l'éventualité et les conditions de la mise en place d'un revenu de base universel au niveau européen. Et Stan Jourdan qui était à votre place il y a un mois et demi. Voilà. Avec Yolande Bresson, Marc de Basquiat, on a reçu voilà. vraiment tous les spécialistes de la question et on a fait de longues émissions là-dessus avec Baptiste Milondo aussi qui lui plus sur la position du revenu inconditionnel. Donc voilà, on a vraiment pris le temps de parler de tout ça et c'est vrai que c'est des questions fondamentales, extrêmement importantes. Ouais. Il faut en parler. Ouais. Alors je recommande à Alexandre d'écouter ces émissions-là et puis de regarder le site revenudebase.info qu'il connaît sûrement déjà et de voir à quel point dans vraiment un nombre de domaines incalculables, le revenu de base, enfin l'attribution d'un minimum, soit par création monétaire, soit par d'autres systèmes redistributifs, l'attribution à chaque citoyen d'un revenu de base, un revenu minimum, est un facteur immense, immense de changement de système, de changement de paradigme, comme on dit maintenant, de changement de société, à tous les niveaux. Et donc, évidemment, ça répond à votre question de reconsidérer le travail. Effectivement. Là, dans le système où on en est, travailler, c'est aller chercher de la monnaie. Voilà, point. Aller chercher de la monnaie, pourquoi? Parce que j'ai besoin de monnaie pour m'habiller, pour payer mon loyer, pour payer mes charges et pour payer mon alimentation. Maintenant, si je reçois de quoi, ne serait-ce qu'acheter quelques kilos de légumes pour me nourrir dans la semaine, ça change tout. Ça change absolument tout. Et là, ça, c'est effectivement probablement beaucoup plus efficace que d'appliquer l'article 35 et d'aller faire une insurrection. Probablement. Mais bon, et puis alors il reste votre dernier point, c'est l'exploitation des pays riches par les pays pauvres. Ça, j'en parle longuement dans mon bouquin. Il y a tout un chapitre sur les mécanismes monétaires qui permettent de prêter, comme on prête de l'argent à quelqu'un pour aller acheter une maison et qu'on endette pendant 10 ans pour rembourser le principal, plus 10 ans pour rembourser les intérêts, on peut endetter un pays d'un coup, un pays tout entier. C'est le FMI et la Banque mondiale qui se chargent de ça. Et donc ça permet d'asservir, il n'y a pas d'autre mot, des pays qui ne s'en rendent pas compte au paiement d'une dette infinie, parce que là, le principal n'est jamais remboursé, vu qu'il a déjà été dépensé pour faire travailler les entreprises occidentales, pour construire écoutez bien, pour construire les infrastructures même qui vont permettre d'exploiter les ressources du pays en voie de développement. Donc c'est un système absolument fabuleux. Et donc voilà, c'est vrai que l'exploitation des pays pauvres, pour nous offrir des tablettes à bas prix, sans savoir qu'effectivement il y a des métaux qui sont faits avec des terres rares qui sont pillées dans les ressources locales là-bas, effectivement ça fait réfléchir. Mais encore une fois, comprendre le système monétaire, comprendre la façon dont la monnaie est créée, dont la monnaie est distribuée, dont la monnaie est émise avec un endettement perpétuel et exponentiel qui permet d'asservir des particuliers, des entreprises, des États tout entiers, des pays tout entiers, comprendre ça, je peux vous dire que ça réveille. Et on va marquer une nouvelle pause musicale pour laisser aux auditeurs l'occasion d'intervenir à nouveau. J'ouvre à nouveau le standard 08 92 23 95 20. Ça fait déjà 2 heures qu'on discute. Le temps passe à une vitesse extraordinaire. C'est un bonheur. Donc voilà, une petite pause musicale, le temps de souffler, de boire une gorgée d'eau. Et on se retrouve juste après 08 92 23 95 20 pour intervenir en direct. Merci, à tout de suite.